Supplément geek générique. Devant moi, un homme qui donne vie, qui a le pouvoir de créer ce qu'il a dans la tête, des robots samouraïs, des îles post-apo sous contrôle armé. Il peut décider qui vit, qui meurt. Finalement, c'est un peu Dieu dans son univers. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un dont on a beaucoup parlé. Mesdames, messieurs, le papa de Yojimbo, Sylvain Repos. Comment ça va, Sylvain ? Ça va très bien, merci de m'inviter. Ah bah avec plaisir, je pense que c'est nous qui sommes vraiment très contents de t'avoir. Non, c'est moi. Je prends. Pour commencer, il y a une question que tout le monde se pose, parce qu'on a beaucoup parlé de ton œuvre, pour l'instant on va dire ça. Est-ce qu'on dit Yojimbo ou Yojimbot ? Non, c'est Yojimbot. Là, l'intérêt c'est qu'on entende le mot bot. Robot. Ouais, l'idée c'était de faire une sorte de mot valise avec Yojimbo, qui est un garde du corps au Japon, ou un mercenaire, et le mot bot, qui est un diminutif pour robot. Alors ça fait... j'ai fait au moins 3 épisodes sur... J'en ai entendu un où tu disais Yojimbo. Bah ouais. Et du coup, comme j'avais pas la réponse, maintenant on l'a, donc on prononce le T. Oui, et le T n'est pas plus nul. l'erreur. Et non. Et tout le long de l'épisode... ne le refais plus. Promis, ce sera pas fait. On va continuer à dire... Enfin, on va pas continuer. Non. On va partir de maintenant. C'est ta nouvelle résolution pour 2026. Exactement, on commence l'année. Et bonne année d'ailleurs. Bonne année. Avant qu'on aille sur ton parcours, tes expériences, tes geekeries, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Voilà, je suis Sylvain Repos, auteur, illustrateur de bande dessinée depuis maintenant 7 ans, je dirais. Je suis l'auteur et le dessinateur de Yojimbot, ma première série et ma première publication en fait. La première page de Yojimbot, c'est la première page de BD que j'ai dessinée jusqu'au bout en tout cas. Et après Yojimbot, qui est une série en 4 tomes chez Dargo, j'ai fait aussi une histoire courte pour le label 619. Là, je commence à faire des couvertures et des illustrations pour les US sur Transformers, Void Revolts, Petrol Head aussi pour l'édition italienne. Et puis voilà quelques projets qui vont arriver, un de ces 4. Mais là, pour le moment, j'ai pas trop loin d'en parler. L'année dernière, j'ai fait beaucoup d'animations aussi en concept art. Ouais. Justement pour des robots, pour des grands mechas, des trucs comme ça. Donc, incroyable. Oui, vraiment, payé pour faire des robots toute la journée. Le rêve. Tout ce que t'aimes, quoi. Ouais, un rêve de gosse. Ouais, parce que les robots, c'est une place importante oui. dans ton univers. C'est ça. Ok. On va parler de Yojimbot, parce que j'ai 1000 questions. Je sens que ça a été un gros morceau quand même pour toi. Oui. Mais avant, j'ai un petit test. Oh. Je veux que tu me dises que ça représente pour toi. Ah, Saga ? Saga, en vrai, plutôt Brian Kevogan. Ouais, Brian Kevogan, c'est un premier choc de narratif où j'ai compris qu'on pouvait raconter beaucoup de choses au travers de métaphores, arriver à cristalliser des grandes idées sur la paternité, l'identité, sur même les amitiés, sa place dans l'univers ou sa place dans une petite société ou dans un binôme, dans un couple et tout. Enfin, c'est un auteur qui arrive vraiment à mettre de lui sans que ce soit boring et sans que ça devienne un récit tranche de vie, sans que ça devienne un truc trop terre à terre, et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs. Et puis Fiona Staples aussi qui bosse dessus, et une tueuse. Enfin vraiment, c'est un choc visuel et narratif, et ça m'a toujours, quand j'ai découvert ça avec toute l'espèce de renouveau Image dans les années 2010, je crois, ça c'est le truc qu'on est sorti et qui m'a vraiment percuté. Ouais. La pause t'a fait du mal ? Oui, surtout au moment où ça fait une pause dans la narration, c'est insupportable. On est d'accord. Ouais. Oui, c'est vraiment un cliffhanger que tu voulais pas avoir. Bah ouais. Ouais. Et puis du coup, c'est aussi le moment où je commence un peu à m'intéresser aux auteurs. Okay. Surtout au niveau du comics. Ouais. Où généralement je suivais des super-héros, je suivais des histoires ou plus des dessinateurs. Et là d'un coup je réalise que les auteurs, surtout en indé aux États-Unis, faut les suivre, faut les découvrir. Et du coup après ça j'ai découvert Hickman, j'ai découvert qui d'autre. Du coup je vais bugger maintenant que je me suis lancé sur ce genre de truc. Ramvi, oui, on en parlait tout à l'heure en off. James Tynion. Ouais, voilà, tous ces gars sûrs. Et maintenant du coup voilà, je suis plus, comme je suis plus dessinateur à la base, maintenant je suis plus des auteurs. Ça m'étonne moi-même que des dessinateurs. Toi, sur Yojimbot, t'es
et auteur et dessinateur. Oui, je suis au four et au moulin. Ouais, et on retrouve un petit peu de ce dont tu parlais, le côté humain, un peu l'amitié aussi dans Yojimbot finalement. Oui, j'essaye de mettre, justement, c'est mes inspi, et j'essaye de mettre un peu plus de moi aussi dans ma BD, enfin, au travers de ce que je peux raconter avec ce genre de personnage. Mais j'essaye de vraiment raconter des choses sur ce qu'est être un petit enfant qui grandit, ce qu'être avec des adultes ou être avec des gens un peu mutiques qui te répondent pas, enfin voilà, il y avait un truc très cathartique dans cette Mais même BD. dans le design, il y a 2-3 les robots, on pourrait les voir dans Saga un peu. En vrai. Oui, parce que je suis resté sur quelque chose d'assez simple en fait. J'ai essayé de les iconographier avec des belles silhouettes, des beaux designs. Incroyable. Mais je voulais pas rentrer dans le cyberpunk avec des trucs méga compliqués. C'est plus ce que je fais dans le décor. Ouais. Par contre, pour les personnages, je voulais quelque chose de simple, comme dans Saga, en fait, tu sais, des bonhommes télé, des bonhommes chats, des bonhommes machin, où en fait, tu changes juste leur tête, mais pas leur physique, pas leur morphologie, parce qu'en fait, tu dois pouvoir t'identifier simplement, tu dis juste, ok, c'est un robot, mais il a des mains, des bras, des jambes, et en fait, ça pourrait être mon pote, juste différent, quoi. J'ai une anecdote sur Saga. Saga, je le lisais dans le métro souvent quand j'allais au taf. Ça m'est jamais arrivé avec Yojimbot, ça pourra jamais m'arriver. Tu parlais du personnage télé, ça m'est revenu quand t'as parlé de lui. Je tourne la page. Évidemment, je suis assis, donc tout le monde peut voir par-dessus mon épaule. Je vois de quelle page tu parles. Et il y a un zizi. Il y a pas qu'un zizi, il y a un zizi qui fait des choses. Exactement. Avec d'autres organes. Voilà. Et toi, t'es dans le métro. Ouais. Et t'ouvres ta page, genre normale, et t'as les gens qui potentiellement voient ce que t'es en train de lire. Et t'as un peu honte quand même. Ouais. Et puis ça empire après quand tu continues Saga où il y a d'autres zizi. Mais ouais, il y en a quand même pas mal des zizi dans Saga. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on le lit. Centre, pas du tout. Même pas si du tout. C'est des beaux zizi quand même. c'est des sacrés zboubs. T'as d'autres grosses geekeries? C'est quoi tes geekeries à toi? Le manga, j'imagine. Le manga, en ce moment beaucoup de dark fantasy. Okay. Vraiment dès que c'est un bel univers un peu médiéval fantastique ou vraiment dark fantasy, je me plonge dedans, on en parlait tout à l'heure, mais là récemment, Frieren que j'essaye de rattraper en version papier parce que l'animé qui est hyper light, c'est pas si dark. Non, mais c'est de la fantaisie claire. Mais en fait, moi, quand je dis dark, des fois, c'est aussi cette espèce une sorte de cynisme où des personnages peuvent mourir ou se faire empaler d'un coup et tu fais Effectivement, c'est le début de Frieren, ouais. Ouais, où il y a ce truc c'est un univers très beau, très lumineux, très comparé à Ghibli, tu vois. Mais il y a cette espèce de truc un peu nihiliste où d'un coup en fait un personnage principal pourrait mourir parce que c'est comme ça et puis c'est tout en fait. Les gens meurent, comme ça parle beaucoup du regret, du temps qui passe. En fait, il y a beaucoup de morts, beaucoup de gens gravement blessés, beaucoup de violence sans être héroïque au possible. Du coup, c'est pas un shonen non plus. Donc. Ah non, c'est même classifié en seinen. Il me semble, mais du coup, c'est ça que j'aime bien pour moi. Pour moi, des fois, quand je dis adulte, quoi. Il y a des trucs qui sont identifiés dark fantasy, mais que je trouve pas si dark que ça, parce qu'au final, oui, le héros s'en sort, il y a juste des têtes de mort partout et des boyaux, mais c'est pas dark dans le propos. Ouais. Frieren, je trouve ça plus violent des fois sur. Je bégaye un peu. C'est brutal au niveau émotionnel, ouais. Oui, puis l'homme est un loup pour l'homme. Dès qu'ils sont dos au mur, en fait, tout le monde s'entretue et tu le sais, on te le dit. À un moment, il y a des démons qui vraiment forcent les gens à s'entretuer de manière un peu brutale parce que c'est des enfants qui s'entretuent. Non, c'est pas tendre. Ouais, c'est pas tendre. Et pour moi, ça, c'est dark, tu vois, le côté médiéval, mais tu vois, comme Vinland Saga, pour moi, ça me paraît être de la dark fantasy. C'est plus pour moi dark fantasy, Vinland Saga que. Sauf que c'est un récit historique, mais en fait, comme c'est brutal et cynique, tu fais ok. Mais c'est vrai que quand j'entends dark fantasy, je pense Berserk. Ouais. Je pense là dernièrement, qui est très très bien. Je sais pas si tu l'as lu, Servin. Alors, je te le conseille. Il y a un tome pour l'instant. Non, c'est Sylvain, c'est pas Servin. Pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Donc, Sylvain. Non, vraiment, tu sais, c'est vraiment dragon, bagarre, médiéval. En plus, ça se passe dans les montagnes. C'est vraiment... J'aime bien, tu parles en hashtag. Oui, complètement. Alors, moi, je parle souvent en hashtag. Ok, d'accord. Dragon, bagarre. Okay. Oui, c'est ma patte. Ok, ouais, j'aime. C'est efficace. Et tu peux nous dire un petit peu plus sur Akira? Je pense que c'est aussi un truc qui te parle beaucoup. Je l'ai vu dans tes références. Oui, même dans ma bibliothèque, je les ai en VO, en VF. J'ai des petites figurines, des petits, des petits gâchapons Akira. Et puis là, en ce moment, au Japon, ils ressortent tout l'œuvre d'Otomo, en fait. Des storyboards au layout qu'il a fait. Enfin, il y a tout qui sort. Ça me coûte une fortune. Mais c'est des super beaux bouquins. Ouais, l'œuvre d'Otomo, c'est pour moi, c'est une branlée graphique parce que lui, il fait vraiment ses décors, il fait tout. Oui, c'est pas Akira, c'est Otomo.
Ouais, c'est Otomo. Et ouais, du coup, tout Otomo sur... Bah pareil, une sorte de truc cynique tout le temps chez Otomo. C'est des enfants qui se battent, des enfants qui meurent, des enfants qui servent d'expérience. Au travers d'une science-fiction très jubilatoire en plus, parce que c'est du cyberpunk cracra à ses débuts. Il y a C'est le Cronenberg du manga. Ouais, et puis il a une force d'iconisation aussi, tu vois, la moto d'Akira, le blouson du héros, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai perdu, mais... j'ai pas son nom. C'est pas Tetsuo, c'est l'autre. J'ai pas le nom. Bah je l'ai plus non plus, J'ai tellement le blouson. Il y a plein de trucs qui vont me sortir de la tête et ça va m'énerver, mais... Je suis comme toi. Le blouson du gars qui a la moto rouge. Et du coup, est-ce que tu vas penser à ça tout le long de l'épisode? Oui, je te comprends. Je ne t'écoute plus. Ça y est. Je suis exactement comme ça aussi. Et coucou, c'est le Geeks du montage. Première apparition dans cet épisode, et t'inquiète Sylvain, je suis là pour nous sauver. C'est Shotaro, le nom du héros. Parce qu'on est des gros oiseaux, on n'a pas trouvé. Mais heureusement, le Geeks du montage est là pour arriver à la rescousse. Et bon épisode, je repop dans pas longtemps. Bisous les geekouniou, à tout de suite. Donc tout ça, c'est des grosses geekeries. Ouais. C'est vraiment beaucoup le Japon, j'ai l'impression quand même, qui te... Beaucoup le Japon, bah oui, je suis un enfant des années 90. Moi, vraiment, à la télé, c'était soit Batman, soit Dragon Ball, donc très vite. Enfant Dorothée, quoi. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous de cette génération, c'est ce qui a... Ouais, et puis en fait, tout mon vocabulaire visuel, ma façon de raconter des histoires, tout vient du manga quasiment, parce que les espèces de récits au long cours, où tu suis une histoire d'épisode en épisode, tu vois, à part les Feux de l'amour à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose de sériel comme ça. Ouais. Tu vois, les épisodes de Batman que j'adorais, Batman Animated Series, il n'y avait pas une histoire au long cours, de temps en temps, il y avait 2 épisodes qui se suivaient, mais il n'y avait pas cette espèce de truc où il fallait que le lendemain je regarde un épisode. Plus tard. Voilà. Donc ouais, il y a eu cette espèce de suivi où en fait t'avais envie d'être devant la télé pour suivre ton épisode de Dragon Ball, pour suivre ton épisode de Ranma, pour suivre ton truc. On était tous les mercredis matins devant la télé en train de regarder ça, on attendait que ça, quoi. Ouais. C'était assez ouf, hein, cette période. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce soit ça, parce que tu regardes Netflix, t'as déjà toute la série. Ouais, t'as tout à disposition. Bah après, maintenant, c'est sur Crunchy. Maintenant, je me retrouve à me retrouver mes mercredis, plutôt mes samedis matins sur Crunchy à regarder le nouvel épisode de Jujutsu, le nouvel épisode de Free Ren. Du coup, je retrouve un peu ce côté un peu épisodique où je fais c'est le moment, faut que c'est dimanche. Je l'avais aussi sur Mandalorian, tu vois. Où ouais. J'étais contente de regarder mon petit épisode de 30 minutes. Après, je partais faire autre chose, mais tu régresses, tu poses ton cerveau pendant 30 minutes à une heure fixe, un jour fixe, et puis du coup, t'as ton petit rendez-vous, quoi. Star Wars, haute geekerie, du coup. Oui, on en parlera sûrement dans quelques minutes. Mais... Ouais, je pense. J'aime bien demander la carte de visite des invités, à quoi elle ressemblerait. Toi, t'es dans le dessin, la BD. Du coup, je vais plutôt te demander s'il y a un comics ou un manga, une BD, ce que tu veux, avec en titre Sylvain Repos, à quoi elle ressemblerait la couverture? Je saurais pas dire. Ce serait un truc très moi face à la mer, tu sais, un peu à l'attaque des titans. Moi, je suis souvent un peu perdu dans mes pensées. C'est moi face à une sorte de grande immensité et qui m'imagine des choses. On a l'impression que je suis hyper pensif, poète disparu, je sais pas quoi. J'imagine juste des robots en train de se battre, mais... Donc toi en premier plan avec les robots qui se battent devant? Ouais, mais moi qui m'imagine des robots en train de se taper. Ok. Alors qu'on se dit, il a l'air de penser un truc méga important, il est toujours en train de réfléchir. Et en fait, non, c'est juste bagarre, robot. Ouais, mais tu réfléchis quand même. Oui, je réfléchis à des trucs un peu puérils. Mais j'aime ça, ouais. Ouais, mais après, ça nous définit aussi. Et finalement, est-ce que c'est si puéril que ça? On arrive à raconter des belles histoires avec tout ça? Ouais, du coup, j'essaye. J'essaye, mais mes premiers rendez-vous d'Argo où il m'écoutait très sérieusement parler de mon travail, moi, j'étais hyper gêné. Je fais, c'est des robots, ils vont se bagarrer, puis ils protègent le petit, mais le petit fait que chouiner, mais les robots, eux, ils se tapent et tout, c'est bien. Et lui, il m'écoutait hyper sérieusement et je savais pas comment présenter les choses autrement, parce que comme j'imagine et j'aime que des trucs un peu régressifs, mais du coup, devoir le présenter devant une assemblée de libraires, ou le présenter à des actionnaires, ou le représenter... toujours très compliqué de parler de son travail. Je pense que si t'en parles, peu importe ce dont tu parles, si c'est dit avec passion, tu peux embarquer les gens. Je peux parler d'une œuvre tout aussi puérile, avec passion, mais là, comme c'est mon propre travail, c'est toujours un peu gênant, parce que moi, je l'ai créé parce que j'avais envie de dessiner des robots en train de se battre. Du coup, j'avais une histoire qui allait avec, mais ma première envie, c'était bagarre. Ouais, c'était vraiment ça, c'était samouraï bagarre. Ouais, samouraï bagarre. Un peu d'histoire, samouraï bagarre, un peu d'histoire. Oui, il y a l'histoire quand même, une part importante, oui. On y reviendra, mais bien sûr, il n'y a pas que... J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Tu te rappelles du moment où la geekerie a vraiment pris forme chez toi? C'est-à-dire le moment où tu as commencé à comprendre que t'étais piqué, quoi.
Oui. Tu peux nous raconter? Non. Ok. Non, oui. Non, bien sûr. Bah, moi, je l'ai dit, je suis un enfant des années 90, je suis né en 89, du coup, on va dire, dans mon paysage audiovisuel, il y a toujours eu Batman, mais pour moi, j'ai toujours été fan de mécanique, fan de tout ça. Du coup, Batman, il y avait des jolis véhicules, il y avait plein d'accessoires, mais ça a toujours fait partie de mon paysage. Par contre, en grandissant, quand je commençais à voir des films, on m'a fait voir Star Wars. Et là, ça a été un choc parce que du coup, c'est une vraie rencontre. bah ouais. Ça avait beau être un peu vieux, un peu daté, un peu cheap sur 2-3 trucs, parce que ça reste les premiers Star Wars, et puis les films commençaient à avoir de la gueule à ce moment-là. Mais ça a été quand même une sorte de choc visuel avec tous ces designs hyper cohérents les uns des autres, cette espèce de dirty SF où tout est abîmé, tout est daté, tout a l'air palpable aussi. Ah, surtout ça, ouais. Et puis les designs de Ralph McQuarrie au niveau des vaisseaux, au niveau des espaces, même des lieux, tu sais, sur Yavin avec ces espèces de pyramides Inca, mais où il y a des vaisseaux en dessous. Enfin, tout était méga cohérent. Et je me rappelle, ça a été un choc visuel. Après ça, je ne voulais voir que de ça. Je me suis tapé le voyage des Ewoks en boucle juste pour avoir un tout petit peu plus de Star Wars. Dès qu'il y avait des toys, dès qu'il y avait un nouveau truc, je le voulais, tu vois, absolument. T'avais quel âge, là, à peu près? Je pense que j'avais 6-7 ans la première fois. Très tôt quand même. Ouais, très tôt, Star Wars très tôt, oui. Bah, c'était mon excuse pour devoir finir mon repas à table quand je voulais pas finir, tu vois. On parle de VHS quand même. Ah oui, on parle de VHS et les vieilles VHS. Ah ouais. Et j'ai même eu les VHS à Noël en tant que cadeau de Noël parce que j'adorais tellement ça. On a eu le même Noël. Mais ouais, je me rappelle avoir dû finir une tarte aux tomates, truc que faisait ma mère, infâme, que je déteste. Une tarte à la tomate pour pouvoir regarder l'Empire contre-attaque et ça en valait la peine. Tu l'as jamais mangé aussi vite? Ah non, mais si, après, j'ai mis quand même 2 plombes parce que je déteste ça. Mais j'ai eu mon Empire contre-attaque. Ok. Et du coup, l'Empire contre-attaque, un de mes préférés parce que c'est là où apparaissent les chasseurs de primes, et notamment IG-88, qui est une de mes grosses inspirations pour mes robots. Ok. Mes robots à moi, où d'un coup je vois des personnages tous bizarres avec des têtes d'insectes, un homme lézard, Boba Fett et tout. Mais il y avait cette espèce de robot de lave-vaisselle qui ressemblait à rien, qui était complètement. Qui était le moins en plus anthropomorphe de tous les robots de Star Wars, qui avait vraiment un tube en guise de tête. Ouais. Et lui, il m'avait marqué. Je voulais le Toys quand j'étais petit, je l'ai jamais eu. C'est un pote qui me l'a offert plus tard. Oh. Oui. C'est un bon pote. Ah, un très bon pote. Garde-le. Oui. Alexandre, merci beaucoup. Donc ouais, Star Wars, grosse ref. Ouais. Mais est-ce que, bah du coup, à ce moment-là, j'imagine que tu consommais juste, t'étais pas encore dans la création, quoi. Bah, je dessine déjà beaucoup. je dessine depuis que je suis tout petit. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment... J'exagère pas, je pense que j'ai dû savoir écrire Batman avant de savoir écrire mon nom. Alors ça, c'est incroyable parce que le dernier invité nous a dit la même chose. Parce que je recopiais exactement le logo de tête. Ok. Mais je me rappelais juste des lettres, mais pas du bon ordre. Tu sais, j'écrivais Bamtam ou Banman, mais je l'écrivais mal, mais du coup, je faisais bien le logo. Mais ouais, du coup, moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. En fait, depuis que j'ai pu tenir un crayon, je dessinais d'abord des dinosaures, ensuite Batman, ensuite Star Wars, des vaisseaux. J'invente des vaisseaux Star Wars depuis que je suis tout petit. J'ai des feuilles de monstres, de sabres laser, de je sais pas quoi. Ah, mais c'est trop intéressant. Du coup, ça veut dire que c'était vraiment... La ligne était tracée déjà quand t'étais gosse, quoi. Ah bah la chimie commençait, ouais, en tout cas. T'as l'impression que ce que j'appelle le déclic, donc c'est le déclic du geek, Mm. c'est ce qui t'a amené direct vers Yojimbot? Non, on va dire le Yojimbot, c'est le dernier ingrédient, on va dire c'est plus vers entre mes 17 et mes 20 ans. Ok. Grâce au téléchargement illégal, que je ne soutiens pas, je rattrapais mon retard sur plein de grands classiques du cinéma, et je me forçais à regarder des films en me disant, pour me la péter un jour, je dirais j'ai vu les Kurosawa, j'ai vu machin, et donc... Pour parler du bonhomme, j'ai regardé les Kurosawa, j'ai regardé les Baby Cart aussi, l'adaptation de Lone Wolf Cub. Et là, ça a été un choc où, comme quand tu regardes 2001 Odyssée de l'espace, tu comprends tous les films de SF qu'on en découlé. Quand tu regardes des Kurosawa ou Baby Cart, tu comprends tous les films de sabre, tous les films d'action tous les mangas que tu consommes, qui découlent de ça. T'as l'impression que c'est vraiment le début de la racine qui a vraiment à donner plein de séquences d'action que tu connais, et puis là tu vois la première fois que ça a été fait au cinéma, ces espèces de personnages qui se regardent dans le blanc des yeux avant de s'envoyer 3 coups de sabre et qu'une gerbe de sang gicle, et d'un coup j'étais là et je fais ah ok, c'est ça. C'est du cinéma généreux. Ouais, mais c'est généreux et les personnages puent la classe alors qu'ils ont 80 piges. Enfin, tout est génialissime dans les Kurosawa, et tu fais et même Kurosawa quand il passe à la couleur, c'est oufissime. Il y a Ran, je sais pas si t'as vu Ran, bah ça. C'est un grand Kurosawa où le début commence en version théâtre japonais,
avec des faux arrière-plans que le Dracula de Bram Stoker a un peu copié. Il y a que des plans comme ça. Enfin, tout est iconique aussi. Et puis tu sais, t'as vraiment ce truc du gigantisme, décor réel, où à chaque fois, t'as vraiment les plans que Lucas a un peu plagiés. Tu sais, où tu vois les personnages en petit, il y a une remise à l'échelle. Ils respectent vraiment les tiers. Tu vois, le ciel prend un tiers, les 2 tiers, c'est la terre, c'est une belle plaine avec ton petit samouraï qui se balade. Kurosawa, t'analyses vraiment, quand tu regardes un film, t'analyses tout, quoi. Oui, je suis avant tout un consommateur et puis maintenant artisan aussi de tout ça, et maintenant oui, je me permets et je me force aussi pour plus tard faire des screenshots de tout. La plupart de mes BD maintenant il y a des marque-pages où je fais putain là il y a une bonne idée, là il y a un bon truc, où je note plein de trucs. Ok, ouais, c'était une des questions justement que j'avais prévu plus tard, mais autant y aller maintenant. Justement, ouais, quand tu lis une BD aujourd'hui, tu le lis plus comme un lecteur lambda, quoi. Tu le lis comme quelqu'un qui est... C'est mon grand malheur, tu vois. Comme toi, j'ai énormément de BD, je collectionne beaucoup, j'aime l'objet, mais en fait, maintenant, je suis un très mauvais lecteur. Ok. Parce que je me force à lire, parce que pour rattraper mon retard sur une série, ou parce qu'on m'a dit de le lire, ou pour ma culture générale, en fait. Sauf que maintenant, je deviens très critique parce que je fais aussi de la BD. Donc en fait, quand la BD est nulle, elle me tombe des mains et je vois pas pourquoi je me forcerais, je sais pourquoi elle est nulle ou quoi. Par contre, quand la BD est bien, en fait, je me dis, oh là là, Sylvain, t'es à la bourre, il y a des gars, ils sont déjà loin devant toi, ou des meufs, enfin, il faut aller bosser, quoi. Donc il y a quand même ce truc de, pas de jugement, mais de se mettre un peu en compétition avec les autres, ou... C'est plutôt le côté, tu vois, je lis sur mon temps libre, et puis du coup, je me dis, merde, t'es en train de te la couler douce alors que d'autres bossent, tu vois. C'est plus ce côté-là où d'un coup, pourquoi je bouquine alors que je pourrais avancer sur ma BD, je pourrais m'améliorer sur... Après, moi, ça reste très récréatif aussi de travailler, tu vois, prendre du temps pour lire, en mode, il faut faire une pause, faut que je m'avance sur une lecture, mais je travaille... Mais finalement, quand tu lis, ça te nourrit aussi. Oui, ça me nourrit. Donc, finalement, est-ce que c'est pas un peu comme travailler quand tu lis Si, mais tu te nourris d'un confrère, tu sais, du travail d'un confrère, alors du coup, c'est pas vexant, mais il y a un côté, tu fais, ah ouais, mais lui, il a fini sa BD puisque je suis en train de la lire, et moi, je suis tout le jour sur un nouveau projet, et donc, je me fais, ah, mais moi, j'ai pas fini, donc faut que j'y aille, tu vois. Ok. Ou faut que je m'améliore, parce que c'est pas en fait, dans l'art, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est pas de la compétition en mode, faut que je dessine mieux que lui, c'est que moi aussi, je dois trouver ma voie. Moi aussi, il faut que je trouve ce raccourci-là pour les mains. Moi aussi, il faut que je trouve ma façon de faire ce drapé, ma façon de trouver comment faire ces compositions-là, tu vois. Et des fois, tu vas pas copier ou tu vas pas vouloir faire mieux que lui, mais tu vas vouloir faire aussi bien dans ta voix, tu vois. Ouais, je comprends complètement. Moi, je fais de la photo. Oui. Donc c'est... D'où les 1 milliard d'appareils chez toi. Exactement. Okay. Mais du coup, quand je vois parfois le travail de certains photographes, je me dis la même chose que toi. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je suis à la bourre de ouf, quoi. Et comment je peux faire pour rattraper ce truc-là ? Comment il a pu avoir cette idée, cette vision que moi j'ai pas eue ? Est-ce que j'ai le bon regard ou pas ? Donc, j'arrive complètement à comprendre ce que tu es en train de raconter là. Entre 2 tomes, t'as aussi fait l'ultime samouraï de la route 66. Oui. Pour Low Reader. Ouais. C'était quoi le délire, du coup ? On t'a appelé ? T'es arrivé comment là-dessus ? Salut mes petits geekous, c'est encore le geeks du montage. Je pop parce qu'on va dire plein de choses que vous allez peut-être pas comprendre. Sylvain va par exemple dire le label. Quand il dit le label, c'est Label 619, qui est une sorte de maison d'édition. Ils sortent des BD, des comics, ok, mais ils sont aussi en collaboration avec Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, c'est une maison d'édition. Il va aussi parler de Run. Run, c'est un mec qui s'appelle Guillaume d'ailleurs, donc on aime beaucoup ce prénom. Et il a fait une BD qui s'appelle Motofukas par exemple. Et Run, il travaille au sein du label 619. Et le label 619, ils avaient fait une sorte de magazine, ou plutôt une sorte de recueil, qui s'appelait Doggy Bags. Doggy Bags, en gros, dedans, il y a plusieurs histoires, très pulp, très comics. Et ça n'existe plus, parce que maintenant, ça s'appelle Low Reader. Et donc Low Reader, c'est exactement la même chose. À l'intérieur, il y a plusieurs histoires courtes. Et dans un des numéros, Sylvain a fait la sienne, une petite histoire. Et c'est de ça dont on parle, mes petits geekous. J'espère que c'est relativement clair. Si jamais ça l'est pas, vous m'envoyez un message. Allez, gros bisous, à tout à l'heure. Et alors, quand j'ai fait mon projet Yojimbot, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Tu sais, on fait tu fais un dossier d'édition où tu mets quelques pages, tu mets toutes tes intentions, tes chara-design, ce genre de choses. Et moi, c'est le label avec les Doggy Bags à l'époque et la plupart des choses qui étaient sorties au label qui m'avait donné envie de faire de la BD en France, parce que je m'étais vachement démoralisé parce que je lisais rien qui me plaisait vraiment, pas en VF mais en production française, et je me voyais pas faire du manga. Et je m'étais dit, le label c'est
vers ça que je veux aller en termes de DA, de direction artistique. Et du coup, je leur ai proposé ça à la base. Pour eux, c'était pas le bon timing et je crois que mon projet était pas assez abouti en plus à ce moment-là parce que eux partaient pour aller chez Rue de Sèvres. Ok. Et en plus, c'était pas très abouti parce qu'après j'ai dû le refaire mon dossier pour une autre maison d'édition. Mais on était resté en contact parce qu'après quand ma BD était sortie, Ron on s'était reparlé. J'avais rencontré Guillaume Singelin aussi, aka Blackie au label. Et on s'était toujours dit, un jour, peut-être qu'on bossera ensemble. Et un jour, on a fini par bosser ensemble. Justement, ils m'ont dit, tiens, on a l'O-Reader tome 5 et il nous faut quelqu'un. Enfin, si t'as une histoire, une idée que t'avais. Comme je lisais beaucoup les doggy bags, je me suis toujours dit, si un jour je fais un doggy bag, j'ai cette idée-là, machin. Instantanément, je leur dis, si oui, j'ai une idée, j'ai ça. Et ça a été pris tout de suite et ça a quasiment pas été retoqué au niveau du scénario ou quoi. Oh, trop bien. Ouais, du coup, j'étais content, j'avais mon histoire toute faite, le titre, Donc c'est un truc qui part à la base de toi il y a un moment, ouais. Mais finalement, après, ils t'ont rappelé, quoi. Pour le coup, je crois que c'est ma plus vieille idée que j'ai gardé un peu en stand-by au frigo en me disant un jour je le ressortirai parce que j'avais vraiment cette idée là de... Ça fait quoi du coup de le voir J'étais très content parce que en plus au sein du Reader qui est le descendant de Doggy Bag, j'étais hyper fier et que ce soit eux qui viennent me chercher, du coup c'était vraiment parce que normalement un accomplissement. Le Doggy Bags, eux ils disaient que c'était des jeunes auteurs qui pouvaient aller présenter leur projet et ils sélectionnaient, sauf que là c'était l'inverse, ils venaient me chercher, donc j'étais très content et très flatté. Ça se passe comme ça, oui. Ça fait un petit truc un petit truc au cœur. Kokoro. Ah oui. T'as toujours su que tu passerais par le dessin et la création pour t'exprimer, ou c'était pas si évident? Finalement tu nous dis quand même que tu dessines depuis que t'es petit. Oui, si, c'est obligé. En fait, depuis que je suis petit, en fait, c'était soit ça, soit j'étais SDF, parce que moi, Ah ouais. Oui, en fait, je faisais que ça. De mes journées, tu me laisses quelque part, je dessine. Tu me parles pas à table, je dessine avec ma sauce dans mon assiette. Tu me laisses au flunch, je dessine sur un set de table. Enfin, même adulte, hein. Vraiment, là, ça peut être un truc que j'aurais fait il y a 10 jours. mais ouais, non, je me suis toujours exprimé par le dessin. Je me suis toujours détendu grâce au dessin. Je me suis toujours même fait des amis grâce au dessin, tu vois. Okay. Le dessin, c'est toute ma vie, c'est tout. Même, je pense, tous mes biais cognitifs dans ma tête. C'est ta construction personnelle, sont dus au dessin. Mais surtout, j'ai niqué ma scolarité à cause du dessin, parce que je dessinais en cours tout le temps. Ok. En fait, au bout d'un moment, il y avait pas de cours, il y avait des dessins, quoi. Ouais, il y avait des dessins, et même le prof abandonné, tu vois, quand il me filait une feuille de brouillon, il m'en filait 2 en sachant que j'allais dessiner sur une des 2. J'ai flingué ma scolarité, j'ai fini en BEP, j'ai fini en bac pro, parce que je dessinais tout le temps. Et c'est sur la fin où j'ai réussi à me réorienter vers une fac d'art. Ok. Mais sinon, le bilan est catastrophique à cause du dessin. En même temps, si c'est ce qui t'habite, j'ai envie de te dire, t'as trouvé finalement la bonne voie. La voie, t'as trouvé peut-être même. Oui, c'est ça. Parce que finalement, t'es parti du coup en fac de dessin carrément. Et... en fac d'art plastique, donc c'était très général avec des cours magistraux d'histoire de l'art, de philosophie de l'art et quelques cours de créa. Mais pour le dessin, j'ai continué de dessiner, mais là, pour le coup, je me suis dit, faut essayer d'avoir le diplôme au moins. Ouais. Et je l'ai eu. Donc ça va. Bah tant mieux. Oui. Est-ce que c'est un peu, ça a joué justement d'avoir ce diplôme dans ta carrière ou Non, pas du tout. Par contre, passer le master, ça m'a détendu sur l'écriture. Ah, ok. J'avais un mémoire d'une centaine de pages à rédiger et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et beaucoup de bons réflexes après d'écriture aussi. Ça, tu le savais pas avant. Non, en vrai, je m'étais jamais dit, tiens, écris des trucs. Tu sais, dès que j'avais un devoir ou quoi de 4 pages, je me forçais à faire 4 pages. Sauf que sur 110 pages, au bout d'un moment, tu commences à prendre du plaisir, tu commences à trouver ta façon d'écrire. Et ouais, ça m'a vachement détendu parce que après mon projet, mon dossier, je l'ai fait juste après mon master. Ok. Ça, c'est mes 2 ans de chômage après mon master où j'ai pu me permettre de préparer ce dossier-là. Et j'y suis allé avec beaucoup d'entrain parce que je sortais de 4-5 mois d'écriture où je m'étais bien amusé sur la fin. Et là, je reprenais cette espèce de bon réflexe d'écriture où je balance toutes mes idées, après je me relis, je remets tout en ordre. Mais j'ai pas le syndrome de la page blanche, au contraire, moi j'ai le syndrome de j'en fous. Et après je trie, je cut, j'enlève des bouts. Donc moi j'ai toujours eu ce truc-là où je dessine beaucoup, par contre j'écris très peu. Mais là au moins je m'étais vachement détendu grâce à ce master. Ok. Ta création, est-ce qu'elle passe par d'autres moyens? Est-ce qu'il y a autre chose que le dessin? La musique, est-ce que tu fais d'autres... Alors la musique, j'essaye. Dans ma vie, j'ai une femme merveilleuse qui fait beaucoup de musique et moi, j'essaye de m'y mettre. Je suis nul à chier. Ok. Vraiment, j'arrive pas à faire un accord, j'arrive pas à avoir du rythme. C'est infernal. Du coup, la musique, non. Par contre, la musique m'inspire beaucoup. J'adore la musique. Je suis pote avec Chinese Man maintenant. C'est un groupe de 3 DJ qui font de la musique beaucoup inspirée asiatique dans leurs premiers albums. Et j'écoutais beaucoup ça. Ça m'a grave inspiré. Même leur univers
visuel m'avait Ok. grave inspiré. Et, ouais, du coup, Chinese Man, j'ai beaucoup écouté ça pendant que je faisais ma BD. Du coup, C'est marrant parce que c'était une des questions justement. voilà, ça me mettait vraiment dans le truc. Et après, en plus, je suis rentré en contact avec eux et j'ai fait leur pochette d'album pour leurs deux J'ai derniers. vu que t'avais fait des pochettes, ouais. Donc la boucle était bouclée. J'avais pas retenu le nom de lui, du coup c'était Ouais, c'était pour eux. c'est Chinese Man. Et oui, du coup, bah, maintenant l'animation aussi, parce que Yojimbot va ou pourrait être adapté Ouais, j'ai vu passer en animation. une info là-dessus. Oui, on a un trailer que j'ai pas le droit de montrer, mais Ah, il a pas été. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il devait être présenté. Mais oui, mais il pendant a un été festival. présenté dans un festival où on n'a pas le droit de sortir ce qui a été présenté. D'accord, ok. Il y a un trailer, du coup maintenant ça part en pré-prod. T'as déjà un studio. Bah, le studio, c'est eux qui ont produit le trailer. Ce qu'on attendait, c'est un distributeur. Ok. Normalement, on en a un, mais il est encore à valider après la pré-prod où je crois, il doit faire les storyboards pour au moins un épisode, avancer le chantier et voir à ce moment-là si c'est validé. Mais en tout cas, il y a déjà le projet qui se met en marche, donc c'est cool. Et donc là, t'as ton mot à dire dessus, quoi. C'est-à-dire Oui, que j'ai toi, mon mot à dire, je peux valider ou mettre un veto sur plein de trucs. Mais pour avoir bossé un peu dans l'animation, justement, l'année dernière, et pour avoir bossé sur des adaptations d'auteurs de BD, j'ai vu aussi que c'est pas forcément le truc le plus judicieux de prendre une grosse part Ah ouais, ok. dans une adaptation. Si tu veux qu'elle ait une gueule particulière, si tu veux qu'elle vive comme un vrai projet d'animation, des fois il vaut mieux lâcher du lest. Faire confiance. Ouais, faire confiance au studio, faire confiance aux animateurs, au réal, parce que à force de frustrer le réal, bah il peut se barrer pour un réal plus yes man, mais du coup ça aura l'idée que tu te fais de ton adaptation, mais ça aura pas forcément de la gueule à part entière Ouais. en tant que projet d'animation. Du coup, moi je me suis dit, de toute façon, je me relance sur d'autres BD ou des trucs comme ça, je suis pas l'homme d'un projet. Et je me dis, ok, je leur laisse carte blanche et moi je pars faire autre chose. Et je verrai le résultat. Ce que ça donnera. Ouais, ce que ça donnera. Et puis pour le moment, ce que j'ai vu du trailer. C'est ce que j'allais te poser comme question juste là. Non, le T'es trailer. déjà satisfait de ce Ouais, que t'as le vu. trailer est canon. Ils ont compris l'âme du truc et l'énergie. Comme ça va être un projet d'animation, normalement, beaucoup d'épisodes. L'idée, c'est aussi de rajouter plein de choses. Et puis, ce qu'ils m'ont proposé en termes de scénario ou même en termes de propositions visuelles, je suis trop content. C'est même mieux que ce que j'aurais pu faire. Donc, en vrai, C'est trop bien. je suis même, là, pour le coup, je suis vexé de temps en temps. Ouais. Ouais, là, pour le coup, je suis un peu vexé. Comme ils ont repris des fois des cases à moi, mais en y remettant une patte animation, tu sais, du matte painting pour faire les décors et tout. Et d'un coup, je fais, oh putain, ça a trop de la gueule. Ça me donne envie de refaire toute la BD avec leurs arrière-plans, avec des trucs un peu plus. Ça reste ma première BD, donc il y a plein de petites Forcément. erreurs graphiques et tout. Mais Et du coup, t'es soulagé de voir ce qu'ils ont Voilà. fait, quoi. Et comme là, eux, ils font pas ces erreurs graphiques, d'un coup, je fais, oh, les bâtards. C'est trop beau. Ce que tu appelles des erreurs graphiques, nous, lecteurs qui sommes pas dans la BD, on les voit pas. Au contraire, moi, quand je lis Yojimbot, je suis assez épaté par ce que je vois, quoi. Oui, mais bon, c'est comme si c'était mon gosse, tu vois. Moi, je vois qu'il a un strabisme, mon gosse, Ah, mais ok, personne je le voit, vois ce tu que vois. tu veux dire. Ouais, Il y a que moi qui le vois. Donc c'est un peu les trucs un peu névrotiques des auteurs de BD et des dessinateurs en particulier où je fais attends, c'était mon premier projet, j'ai fait plein de petites boulettes. Ouais, tu les vois après du coup ou tu Je fais, ouais, bon, bah non. je suis obligé de lancer maintenant. Oui, c'est ça. Bah, des fois, à la relecture, tu te rends compte que là, t'as fait une erreur graphique ou t'as fait une erreur de sens ou que la cicatrice, tu l'as mis du mauvais sens parce que t'as flippé ta case au dernier moment parce que ça rendait mieux dans l'autre sens. Ouais, donc c'est vraiment du détail, Ouais. y a que toi qui peux le voir en vrai. Ouais. Et comme moi, je Oui. suis très dans l'image, je ne vois que ça au bout d'un moment. Ah ouais. Je suis très, ouais. Ça te prend le cerveau et... Oui, du coup, quand je suis en dédicace et qu'on me tend ma BD, et tu sais, des fois, les gars me disent dessine-moi ce personnage-là, et ils ouvrent à une page où j'ai fait une grosse erreur, et je fais oui, tu sais, sans regarder et tout, ouais. genre, non, me montre pas ça me brûle les yeux. Ouais, je peux comprendre, mais Oui. bon, je pense qu'il faut avoir le recul après de se dire, ok, Ouais, ça reste ton bébé quand Je même. prends du recul. 1m50 de recul vis-à-vis de ma BD, en général. Aujourd'hui, ton côté geek, il a quelle place dans ta vie? Enfin, sachant que tu bosses dedans, justement. Est-ce que c'est un moteur, c'est un refuge? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose d'envahissant? Oui, c'est envahissant parce que je suis très collectionneur en plus du reste, donc je m'achète des figurines de robots. Maintenant, je me dis c'est pour le taf. Tu vois, je prends des figurines Figma un peu bien articulées et puis pour me dire pour du posing, pour des rêves, c'est plutôt pratique, ou des robots hyper complexes pour que la lumière brille bien dessus et pour me dire ok, là ça fait comme ça. Mais en vrai, c'est parce que je kiffe ça et Jusque là, tu vois une trame dans... Ouais, je vois une trame dans tout ça et puis j'aime beaucoup l'image aussi en particulier. Du coup, je collectionne beaucoup de cartes à collectionner.
collectionner. J'en ai des tonnes et des tonnes et des Dans la tonnes. carte à collectionner, genre Magic. Tout. Ah ouais. Là, pour le coup, il y a zéro choix. Je suis pas difficile du tout. Juste tant que c'est une image en 2D sur un support cartonné, ça me rend fou. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, mais j'ai des... J'ai vu qu'il y avait des cartes Yojibot. Ouais, on en avait fait. On en avait fait pour le premier tirage. Et pareil, ça, c'était un truc de rêve de gosse, d'avoir mon travail sur des cartes à collectionner. Et on l'a fait. Après, j'étais contacté même pour faire du jeu de société. Du coup, j'ai dû dessiner des cartes à collectionner. Ouais, j'ai vu pour Glénat, c'est ça? Pour Glénat, c'est pas c'est autre chose. Ça, c'était pour une carte de tarot. Ah, c'est une carte de tarot. Ouais, une carte de Ça, tarot. Ils j'avais avaient fait vu toute aussi. une collection. Non, c'est pour Pikit, Ok. un jeu de société très cool. Où du coup, je dessinais des kaiju et des robots. Donc vraiment, Incroyable. que demande le peuple. Ah ouais, tu m'étonnes. Comment le vit ton entourage, toute ta geekerie? Ma mère, elle a abandonné parce qu'elle me voit collectionner des cartes depuis que je suis petit et je me suis fait choper dans des magasins en train d'en voler. C'est un enfer. Elle a abandonné sur ça. Mais mes potes, ça les fait rigoler quand on part au Japon ensemble et que je fais 6 magasins pour trouver une carte que je voulais absolument. Mais tu sais, une carte Digimon. Je fais, gars, t'as 35 ans. C'est fou. Je veux ma carte Digimon dessinée par ce dessinateur-là. Et je m'en fous si je dépense 1000 yens pour ce truc. Du coup, oui, ça prend de la place. En fait, maintenant, comme c'est mon univers aussi professionnel, bah en fait, c'est normal. J'ai besoin de collectionner des trucs, j'ai besoin d'avoir de nouvelles rêves visuelles. Des fois, je passe mon temps sur Google Images à regarder plein de nouvelles images, mais je suis frustré parce que je peux pas les garder à part faire mon Pinterest et ce genre de trucs. Mais là, de les avoir, de les Oui, le manipuler, de les matériel est ressortir. important, quoi. Voilà, oui, le côté... je suis très matérialiste en plus du reste, donc c'est un autre problème. Et aussi les BD que je collectionne énormément. Puis comme je suis un peu un fondu d'édition aussi, Ouais, tu vas Ouais. chercher la bonne édition. la bonne édition avec la bonne couverture ou la variante qui est plus belle que l'édition normale, mais elle va pas très bien avec le reste de ma collection, alors peut-être que je devrais changer toute la collection. Ah ouais, ça va loin. Bah ouais, mais tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure, Ouais, mais ouais. quand Kazé est devenu Crunchyroll et va redevenir Kazé, moi ça me rend chèvre. Ouais, je comprends. J'ai envie de cramer tous les bouquins et de tous les reprendre, mais c'est pour ça que maintenant je t'ai dit, je les prends en VO, même si je bite rien au japonais, je les prends en VO. Moi j'ai l'édition d'origine de base, Ouais. et ma collection est jolie. Ah, justement, il y a un truc qui me gêne avec Saga, c'est que là, ils les font en intégrale. Ouais. Et sauf que, ils ont commencé, c'était des tomes reliés qui sont relativement fins chez Urban. Ouais. Et je me demande, est-ce que la suite, va falloir que j'achète les intégrales ou est-ce qu'ils vont continuer le format classique sur lequel ils avaient commencé? Ok, bah alors je suis pas le commercial de chez Bah non. Urban, mais il me semble que ça va continuer de sortir en indie et c'est Ah, quand vraiment que la grosse édition, enfin que le condensé qui va sortir en version Urban normale. Enfin, maintenant la version un peu agrandie. Ouais, parce que là, c'est les intégrales maintenant. Ouais. Là, il y en a 2 qui sortent, je crois, j'ai vu. Bah je sais qu'il y en a 3 en VO et la 4e qui va sortir, qui est le nouvel arc. Ok. Mais Parce que j'ai vu le tome 1, 2, c'est des grosses intégrales. Ouais. Je me suis dit, j'espère que le reste, ça va pas être ça. bah Image le fait déjà en VO aussi. Oui, ok. Je savais pas qu'Image le faisait. Ouais, parce que là en fait on a l'équivalent des TPB. Ouais. Mais Image fait toujours des versions deluxe qui condensent au moins 3-4 TPB. Oui, c'est un truc qui se fait régulièrement. Ouais. Et recoucou, c'est le geek du montage qui vous réexplique des trucs. TPB, c'est tout simple, ça veut dire Trade Paperback, parce qu'aux États-Unis les chapitres y sortent sous forme d'issue, et une issue c'est vraiment tout petit, donc on les réunit tous ensemble, et ça fait un bouquin un peu plus gros. Et voilà, c'est ça. Allez, je vous laisse à tout à l'heure, gros bisous les geeks. Et ouais, j'avais pas vu sur Image, mais bon. Moi, je suis attaché à ce format. Ouais, il est cool, le côté un peu Facilement. sériel. C'est pas lourd quand tu l'as dans la Ouais. main. Tu sais, c'est agréable quand même quand tu le lis. Ah oui, bah moi je viens des 100% Marvel, tu sais, un peu à lire dans le métro ou les Walking Dead en version souple. Ouais, c'est ça. C'est même un manga, je trouve ça super agréable à lire parce que c'est Oui. léger, tu l'as bien en main, c'est facile. Bah là, comme je t'ai dit, je rattrape Frieren et je redécouvre la joie que c'est d'avoir un manga dans sa poche. Bah ouais. Et dès Ça que tient dans la dès que poche. t'as 10 minutes au parc en train de surveiller les gosses, tu fais « Ah, tiens !» Ouais, Je c'est sors mon manga et il y a un côté très agréable de pouvoir l'avoir partout. Ouais, c'est ça. En comics, à part les issues qui sont assez souples, faciles Ouais. à prendre, donc du VO du coup. Ouais, mais là, tu risques plus de l'abîmer et puis comme C'est maintenant ça. on sait la valeur d'une issue, donc Exactement. tu le fais pas. Tu les prends quand même, t'en prends aussi des issues Oui, bah maintenant je me mets un peu comme tu sais, je fais des couvertures pour des comics. Maintenant il y a ce côté aussi un peu, je prends quand la couverture est cool et c'est une bonne idée. Je prends beaucoup de blank cover Ouais, pour les faire en festival. Ouais. Du coup, en fait, des fois je prends des blank covers, je lis le comics, après je fais le dessin et je le vends ou je le... En fonction de ce qu'il y a dedans. Ouais, en du fonction coup. de ce qu'il y a dedans. Et puis des fois, ça me permet de découvrir des séries aussi. Tu vois, il y a le tome 1 qui est où il y a la blanque. Du coup, je prends le tome 1, je lis le truc. Et du coup, je fais, oh, ça a l'air cool. Bah, je prends la suite.
Trop bien, mais en vrai, il Ouais. y a que toi qui peux faire ça. Moi, tu me mets une blanque, je sais pas quoi faire. Hein. Ah, écoute. Le dessin, oulala. Bah, tu fais de la photo, tu fais un cyanotype dessus, et puis tu t'amuses, Ça serait compliqué, je pense. Vraiment. mais faisable. Mes mains sont... c'est des pieds. Ok. Voilà, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je te confirme. Ok. Ces 2 pieds, Du coup, ils sont gauches les je deux. fais fixer tes mains jusqu'à la fin Mais du ça va, ils podcast. sont bons, c'est pas des pieds qui puent. Le dernier invité que j'ai eu, Pessoa, lui, il fait de la musique. Ouais. Et je lui demandais s'il écrivait d'abord ou s'il composait en premier. Finalement, la question, elle peut se poser un petit peu en BD. Toi, tu fais quoi en premier? Est-ce que tu as déjà une idée de scénario ou est-ce que c'est un dessin qui Ouais, bah, t'emmène à l'histoire? alors je vais le faire en deux fois. Moi, à la base, mes idées, c'est des idées visuelles. Tu vois, j'ai des scénettes, j'ai des paysages, j'ai des choses que j'ai envie de dessiner et je trouve un moyen de l'amener dans ma narration. Pour ce qui est vraiment de faire de la BD, mon tome 1, je l'ai entièrement scénarisé en mettant toutes mes idées bout à bout. Mais sauf que du coup, je m'étais fait engueuler par mon éditeur à l'époque. Engueuler gentiment, tu vois. C'était... Je comprends bien. Parce qu'il m'a dit, arrête d'écrire son scénario parce que tu fais que d'écrire des images, genre passe au storyboard directement parce que tu perds ton temps à décrire des images et on voit que t'avais envie de le dessiner. Donc du coup le tome 2 je l'ai fait entièrement, enfin je l'ai d'abord bordé. Ok. C'était beaucoup plus rapide pour moi et beaucoup plus intuitif en même temps. Et du coup tu vois tout de suite les erreurs de narration que tu peux faire parce que du coup tu fais, ouais mais cette page là il manque un truc. On sait pas comment on arrive de ce lieu-là à ce lieu-là alors qu'à l'écrit tu dis juste bah ils vont là-bas. Sauf que en BD, bah si d'une case ils sont à un endroit et que l'autre case ils sont à un autre endroit, tu fais, non il manque une page. Ouais, Il manque c'est une quelque page, chose. il manque une temporalité. Il y a une ellipse Ça qui est marche. pas Oui, faite. voilà, mais même les ellipses, tu vois, tu les fais en fin de page, ou tu fais une petite page de transition, ou tu parles d'autres choses pour que quand on revienne sur nos persos principaux, on comprenne qu'il s'est passé du temps. Et du coup, pour moi, ça marche mieux en storyboard, ça. Ok. Donc ça, j'ai vraiment kiffé. Du coup, passer à cette étape-là où directement, maintenant, je fais direct le storyboard. Voilà. Au moins, je perds pas mon temps à décrire des images, Ça, tu l'as appris finalement en faisant ta série. Voilà, oui. Et ça dépend des projets peut-être aussi. Peut-être que si t'as des commandes... Bah, ça dépend des projets, ça dépend de là où on en est aussi. Par exemple, pour j'ai dit que j'ai fait ça pour Yojimbot, j'ai fait ça pour Yojimbot tome 2 et 3. Par contre, le tome 4, comme maintenant la BD est traduite, l'animation s'y intéressait, j'ai dû l'écrire en amont. Parce que le temps que je la finisse, en fait, il fallait rassurer des gens, des actionnaires, des gens qui avaient pris les droits d'adaptation, des gens qui, par exemple, Dark Horse, les Américains, qui voulaient, eux, savoir comment se finissait la BD Ah ouais. avant de tout acheter. D'accord. Donc, Donc c'est Dark Horse qui a ouais, pris, qui aux édite... États-Unis. C'est incroyable. Ça, tu dois être content quand même. Oui, je suis pas peu fier. Oui, je suis très content. Non. Oui, quand ils m'ont dit que c'était Dark Horse, j'avais vraiment un sourire de gamin. Je fais, oh, Bah ouais. comme c'est Hellboy. super Oui, stylé. oui. Ouais, grave. Du coup, j'étais trop content. Du coup, t'es traduit dans plusieurs pays, Ouais. tu as des éditions un peu partout, et à chaque fois, t'as le droit d'avoir un regard dessus, ou... Oui, mais c'est marrant parce qu'au final, ils changent quasi rien. Enfin, ils Ouais. changent rien. Mais oui, du coup, on m'envoie des versions en turc, on m'envoie des versions en portugais. Du coup, on me dit, ah, pour relecture. Je fais, oui, bah, si vous voulez, mais je parle pas portugais, Ouais. turc. Mais la version la plus marrante, c'est la version russe. Ah, il y a une version russe, ok. Ouais, parce que c'est des furieux. Ils ont tout traduit, du coup, forcément. Mais même les onomatopées qui étaient en dessin, Ah ouais. parce que c'est même pas le même alphabet, tu sais, c'est du cyrillique, Ah, et c'est du coup, cyrillique, il y a des lettres, c'est des X avec une barre en plus, enfin, il y a des, je sais pas comment on dit, mais il y a des lettres très compliquées, et en fait, ils ont changé toutes les onomatopées, mais c'est hyper bien fait. Ok. C'est pas, ils ont enlevé mes onomatopées et mis un autre truc un peu basique derrière. C'est vraiment, ils ont repris Madea, Matipo, mon machin, et j'étais hyper impressionné du bouquin quand je l'ai reçu, et ça m'a fait un effet bizarre, parce que même un truc en arrière-plan qui est derrière le perso, ça veut dire ils ont détouré jusqu'à la petite gouttelette de Ah ouais. pluie pour mettre l'onomatopée derrière. Et on fait, ouais, attends, ils sont Ils sont sérieux. carrés, ils sont allés Ouais. loin, quoi. Autant que pour les invasions en Ukraine que pour les typos, c'est des furieux. Ouais, je pense que ils ont... Ah, ils sont jusqu'au boutiste. C'est ça, exactement. Quand les deux arrivent en même temps, c'est un peu le bordel où t'arrives maintenant à te dire, quand je parle les deux en même temps, le dessin, le scénario, tu te dis ok, maintenant faut que je commence par ça, ou finalement maintenant tu sais que c'est storyboard que tu fais tout de suite, quoi. Bah non, maintenant j'essaye d'être de plus en plus pro aussi, tu vois, je pouvais me le permettre sur mes premières BD, c'était un peu une fuite en avant, j'y allais la fleur au fusil en mode peut-être c'est la dernière BD que je ferai, peut-être j'irai pas jusqu'au bout, on va me dire tome 2 tu t'arrêtes, et du coup je pouvais me permettre plein de petites choses. Maintenant, comme ma BD marche bien, que ma prochaine est peut-être attendue ou pas, du coup maintenant j'essaye d'être un peu plus pro aussi, donc même pour moi de structurer un peu mes idées, parce que je vais pas rester sur des trucs bagarre samouraï toute ma vie. Maintenant j'ai une idée par exemple qui est
beaucoup plus complexe, qui est un peu de géopolitique, beaucoup d'ellipses, de retour en arrière. Il faut que je structure pas mal et du coup j'essaye d'être pro et de me faire au moins une sorte de déroulé. Ok. C'est-à-dire un scénario très, très condensé, très simplifié, mais avec les étapes, avec ellipse, personnage qui fait ci, tu vois, c'est très sommaire. Quand tu dis ça, je vois un tableau avec des post-it partout, quoi. Oui, mais du coup, je le fais à l'écrit. Mais oui, c'est l'idée, c'est de juste structurer, avoir une colonne vertébrale cohérente pour que quand je m'y remette, je me dise pas, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ou c'est quoi cette scène, elle est nulle, tu vois. J'ai l'idée, au pire, j'ai une meilleure idée plus tard. Quand je lis personnage A va là-bas, je me dis, ah ouais, mais il pourrait y aller avec ce moyen de locomotion, ou y aller à pied, ou il pourrait rencontrer tel ou tel personnage si je redécoupe derrière, tu vois. Donc maintenant, j'essaye au moins d'être un peu plus pro et d'avoir mon tout en amont. Par exemple, là, je me rends compte que faut vraiment que je prépare mes chara design bien en amont, que je fasse des turns, que je me dise pas à la page 60, en fait, je le dessine de dos. Pour gagner du temps. Ouais, je l'ai jamais dessiné de dos, et au niveau de la coupe de cheveux, bah en fait, ça marche pas, parce que je l'ai jamais imaginé de dos et ça rend pas bien du tout. Donc maintenant, je fais vraiment... T'imagines en 3D, quoi. J'imagine en 3D, et puis pour avoir fait de l'animation, maintenant je fais des turns, tu vois, à mon personnage dans tous les sens, avec plein d'expressions, pour pas me retrouver désappointé au moment où je dois le dessiner triste. Ouais, t'es prêt. Ou même arrive. Des fois c'est con, mais deux faces, tu vois, des fois tu te rends pas compte parce que tu fais de la belle narration et toujours en train de regarder un truc, de dire un truc, et puis à un moment tu dois faire un gros plan où il est deux faces, et en fait tu te rends compte que la tête que t'as designée sous tous les angles, en fait deux faces elle est moche. Ah ouais. De face, son nez, c'est nul à dessiner, ou comme il a tout le temps... Tu vois, mon personnage principal, Hiro, il avait des yeux tout le temps un peu exorbités, du coup, dès que je dessinais de face, il avait l'air un peu gogol, un peu... Ahuri. Un peu bizarre, et du coup, je fais, ah merde, ça marche pas, faut que je le change légèrement. Ok, bah ça se ressent pas quand on le lit, hein. Oui, mais c'est des trucs que j'essaye de cacher. Tu les as corrigés, ou... Ok, c'est intéressant quand même de se dire, maintenant, tu vois la chose complètement différemment, enfin, t'as un œil qui est beaucoup plus... Oui, c'est ça, faut bien designer tes jouets avant de jouer avec. C'est exactement ça, Ouais. Le résumé est très bon. Perso, moi, quand je crée, que ce soit de la photo ou même quand je fais les épisodes de podcast, t'en as un petit peu parlé, donc c'est cool. La musique, moi, elle a une place, mais ultra importante. Je suis obligé d'écouter quelque chose, sinon je peux pas écrire, je peux pas... Même la photo, quand je marche dans la rue, j'ai toujours des écouteurs et ça va changer ma façon de voir la scène qui se déroule devant moi. Toi, c'est quoi la place de la musique, justement, dans ta création? Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure que t'écoutes beaucoup de choses quand tu dessines. Ouais, bah moi, depuis que je suis ado, je me trimballais des baladeurs, et j'écoutais tu vois, Linkin Park en boucle, j'écoutais du Nirvana en boucle, tu sais, j'avais juste mon truc, et j'avais une démarche, pas de cow-boy, justement, tu sais, comme Paul Atreides dans le désert, pour pas que mon baladeur saute. Ok, ouais. Tu sais, j'avais une démarche très douce, comme c'est ça. Maintenant, je marche toujours un peu sur la pointe des pieds, okay, tu sais, je suis un ninja, pas parce que j'ai des skills, juste parce que je voulais pas que mon baladeur saute. Donc ouais, j'ai toujours écouté de la musique, et c'est devenu une habitude que j'ai gardée, mais pour le coup, je suis très nul en blind test, j'ai aucun titre. Ah ouais, ok. Tu sais, on est la génération des petits MP3 où tu disais pas le titre, et puis je téléchargeais tout, donc c'est clair. Je téléchargeais des trucs en masse, dès que j'aimais bien, je mettais sur le MP3, du coup je suis très nul en titre. Mais j'ai toujours écouté beaucoup de musique, maintenant sur Spotify, je me mets en shuffle, et je laisse, de temps en temps je like un truc, et puis je me rends compte que c'est le même truc que j'avais liké. Ah oui, donc des trucs parfois tu dis, ah ça je l'avais déjà entendu. Oui, c'est ça, et des fois je fais des connexions, des fois je fais un concert, là, je fais, ah mais je connais cette chanson, je l'avais ça avant sur mon MP3, mais juste pas foutu de connaître le titre du groupe ou le nom de la chanson. Il y a quand même des musiques qui t'ont accompagné pendant Yojimbot, du coup? Oui, bah je l'ai dit, reviennent. Chinese Man, parce que c'est des trucs très atmosphériques en plus, où les musiques sont un peu longues, c'est cool, tu vois, et ils font souvent des albums remix de leur propre album, tu sais, ça, c'est des DJ, donc ils font des sets où ils font généralement un album, et ensuite, pendant leur tournée, ils le remixent entièrement, et ils le reproposent sous une autre forme. C'est uniquement instrumental, du coup? Non, oui, non, il y a des MC qui viennent, ils font de la compo, ils font plein de trucs. Ok. C'est pas juste des DJ sets, c'est très complexe. Et il y a ça, et puis ouais, plein de groupes un peu, tu sais, du rock californien, un truc de surfeur, ça j'adorais aussi, ça me mettait de bonne humeur, mais maintenant j'essaye de trouver... Green Day, ce genre de truc. Ouais, ou Hollywood Undead, ou ce genre de truc, un peu bourrin, mais capillairement intéressant. Oui, c'est toujours des coupes folles. Mais ouais, j'écoute beaucoup de musique, parce que du coup, ça crée du dynamisme par rapport à ce que je veux faire. Tu vois, par exemple, que sur le tome 4, on perd des personnages, et j'essaie dans ma tête de trouver une musique suffisamment triste pour me mettre dans le bon mood, tu vois. Ok. Comme en plus, j'exagère, mais j'avais dit que mon tome 4, c'est Platoon. Ah ouais, ok. Je le visualise comme ça. Je me suis dit,
plein de personnages vont mourir sur la plage, dans le sable, comme dans Platoon, tu vois, c'est mon Vietnam à moi. Ok. Et du coup, j'écoutais de la musique adéquate pour ça, tu Ok. vois, j'écoutais vraiment la musique tu sais, dans Forrest Gump quand ils vont au Vietnam, des trucs comme ça, il y avait du Lynyrd Skynyrd à fond, tu vois, qu'est-ce qui est cool, comment je peux rendre ça pop et en même temps rendre ça triste, et du coup, je me mettais de la musique appropriée quand d'autres personnages meurent, enfin, je veux pas dire qui, mais je me mettais de la musique triste, tu vois, le dernier des Mohicans ou ce genre de truc, pour m'accompagner, puis me dire non, il pleure pas assez le petit, il pleure pas assez. Du coup, tu conseilles de lire Yojimbot en écoutant de la musique? Bah oui, écoutez Chinese Man, ça s'y prête vachement bien, ou Rise of the North Star, ou ce genre de groupe, mais oui, l'idée c'est... j'aime bien, comment ça s'appelle, Punk Rock G, je sais pas si tu l'as lu, Non. de Sean Murphy, Non, j'ai pas où au début de chaque chapitre, il met une suggestion de... Ah ouais. il met le nom d'un morceau à lire pendant ce chapitre-là. Bon, faut lire vite. Ouais. T'as 3 minutes 55 pour lire 20 pages, mais je trouve ça cool parce que... Il y a quelqu'un qui a fait ça sur un manga, et je l'ai ici, le manga. Ils ont carrément fait la musique, ils ont créé la musique Putain, stylé. qui va avec l'histoire. Et c'est encore le Geeks du montage qui arrive pour vous dire que ce manga, c'est Onera. J'en ai parlé il y a quelques jours si vous écoutez régulièrement le podcast. Et effectivement, dans le tome 1, ils avaient fait de la musique à écouter sur leur œuvre. Et c'était incroyable, manga de Cab et Federica Dimeo. Et un peu plus tard, notre ami Sylvain va parler de Siegfried, qui est une œuvre d'Alex Alice, et c'est inspiré de Wagner. Et voilà, vous avez tout en main pour comprendre. Allez, bisous les geekouniou, peut-être à tout à l'heure. Ah, tu vois, c'est ça, j'aime bien. Ouais, et du coup, c'est vrai que quand tu le lis, ils ont même fait le timing. C'est-à-dire Ah que ouais t'as fini ta page et tu te rends compte que ça finit à peu près au même moment que la musique. Ils sont trop forts quand même parce que ils ont réussi à... Il y a une BD... Ah mince, attends, je vais dire de la merde. Non, c'est Siegfried d'Alex Alice, Ah, je vois pas non plus. qui s'ouvre, où ça marque ouverture, et tu sens que c'est fait pour être un opéra, et je crois, je sais plus quelle pièce, je sais plus si c'est une pièce ou de la musique classique, en fait, qui marche dessus. Ok. Si tu le lances pile au même moment où tu ouvres la page, au moment où ça fait ouverture, t'as les cuivres qui s'y lancent, mais voilà, j'aime pas ne pas avoir les refs, Je comprends. ça va me saouler. Bref. Ouais, t'inquiète pas que je suis en train d'essayer de réfléchir là, Ouais, bon, me bah, rappeler bref. du nom du manga, mais j'arrive pas à m'en rappeler non plus. Bon. Alors que je les ai, c'est ça qui m'énerve le Tu plus. feras des notes de bas de page pendant le podcast. Alors souvent, quand je monte, il y a le geeks du montage qui arrive. qui Donc, intervient. Je pense que le geeks du montage arrivera. Va dire, alors 3 minutes 55, Sylvain voulait dire ça, ou... Alors, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ouais, je sais que je vais popper dans cet épisode, c'est certain. Mais quel visionnaire celui-ci. T'as une scène ou une planche de Yojimbot ou une autre de tes œuvres où tu t'es dit, là j'ai réussi exactement ce que j'avais en tête. Oui, ça arrivait plein de fois, et on va dire le plus abouti, moi je dirais c'est mon tome 3 où je me suis le plus amusé. Ok. Parce qu'en fait, le tome 1 et 2, c'est pas je me suis forcé, mais on va dire, pour que ça devienne une BD cohérente et qu'on ait C'est la construction encore. et qu'on ait un axe de lecture et qu'on ait un personnage à suivre, il fallait que je module un peu mon idée initiale. Et en fait, après le tome 2, j'ai un peu éparpillé les personnages, et notamment j'ai isolé le robot principal, et je lui ai fait faire exactement ce que je voulais faire dans le projet initial, c'est-à-dire juste un robot du père tout seul, qui fait son petit train-train et qui rencontre des obstacles, des gens, des machins. Un truc très western, tu vois, le Lonesome Cowboy. Et en fait, dans toute cette séquence-là, je fais exactement ce que je voyais. Ok. Tu vois, et en plus, c'est un album que j'ai écrit encore un peu différemment de ce que je t'avais dit. Du coup, là, je l'avais écrit vraiment séquence par séquence. En gros, je scénarisais, storyboardais 15 pages et je les dessinais. Ok. Du coup, même moi, je me surprenais à genre, non, là, il faut qu'il y ait un rebondissement. Là, ça fait 15 pages où il marche. Faut qu'il y ait un truc, faut que ça s'arrête, ou faut que ça accélère, ou... Mais du coup, c'était plus fluide aussi. Ouais, c'était beaucoup plus fluide. Et là, du coup, il y a plein de personnages que je fais arriver un peu en mode surprise. Genre, combat qui démarre sur un truc, et en fait dans le tome 3 c'est là où il y a une sorte de, c'est pas un marchand, c'est un gars qui a une calèche et qui la tire, et en fait avec un gros tas de bordel derrière, et puis il y a un robot méchant qui sort de ce tas de bordel derrière lui, et il se retourne, et il y a le combat qui démarre vite, et en fait c'est exactement ce que je voulais Ça, c'est faire. ce que t'avais en tête. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête, et quand j'ai réussi à le faire graphiquement, et je me suis dit non, c'est ce que je voulais, ça ressemble à ça, et en plus derrière ça, ma coloriste a vraiment fait exactement ce que j'imaginais. D'ailleurs, c'est une Noiré. de mes questions aussi. Sur le tome 4, c'est toi qui fais la couleur. Non, du tout. Non c'est toujours Ah, le... parce que il me semblait avoir
ne pas avoir vu de nom sur le tome 4, Oula, si, alors si. que sur les 3 autres, il y avait. Ah, tu me fais peur. Mais si, il y a Noiry, normalement. Ok, donc c'est moi Ah oui, qui ai non, non, mal... c'est- Ah oui, non, c'est toujours la même coloriste, elle est incroyable et... Parce que les couleurs sont vraiment folles. Hein. Ah oui, C'est non, un mais truc sans- qui m'a appris sans- de vraiment... Sans elle, cette BD aurait pas marché comme elle a marché. Ah ouais. Elle aurait pas trouvé le public qu'on visait, tu vois. Parce que moi, j'ai fait la couleur des couvertures, j'ai mon intention initiale, tu vois. Mais tout ce qu'elle a réussi à faire dans l'album, elle m'a surprise sur plein de trucs. Parce qu'au début, je lui donnais plein d'indications. Je lui donnais des indications de là, c'est triste, mets des couleurs chaudes, mets des... Et puis vers la fin du tome 2, je disais plus rien. J'ai juste à peu près l'heure qu'il était, tu vois. Je lui disais, là, il est à peu près 18h30 ou là, il fait nuit, mais à part ça. Elle avait compris Ouais, l'intention. elle me sort des ambiances de fou. Et même à l'inverse, maintenant, c'est moi pas qui copie, mais tu sais, qui d'un coup fait oh, putain, il faut que je garde cette espèce d'ambiance verte, bleue là. Elle marche trop bien et du coup, Je suis d'accord. Moi, les couleurs, elles m'ont vraiment Ah ouais, subjugué. J'ai trouvé ça super beau. C'est très pop, Ouais, mais c'est ce que je voulais. très relevé. En fait, ça marche super bien avec cette histoire, quoi. Ouais, bah la seule interdiction que je lui ai donnée, c'est je veux pas de blanc. Ah ouais. C'est pas raciste. J'ai juste dit je veux pas de blanc. Je veux pas qu'il y ait la couleur blanche à part dans les bulles. Tu vois, le blanc c'est pas une couleur, c'est pas. Ouais. Faut qu'il y ait tout le temps de la couleur, même. Mais pas de vide, finalement. Voilà, je voulais pas de ça. Et même je voulais pas de dégradé numérique. Ok. S'il y a un dégradé, c'est soit de la trame, Ouais, c'est soit de des la trame, ouais. Ce que ouais, j'allais te soit des demander, petites le ciel, hachures. ça se voit que c'est des trames, quoi. Ouais, mais du coup, c'était ce parti pris de on sait que ce sera numérique, le dessin est numérique, la couleur est numérique, mais je veux pas d'effet numérique, tu vois, je veux pas. Au pire, on fait des trucs flat pour que ce soit graphique, mais je veux pas que ce soit une sorte de raccourci numérique. Ah, il y a une vraie patte qui est... Ouais, mais je suis content parce qu'il y a Ouais. une patte couleur aussi qu'elle a réussi Ouais. à mettre Ah. dedans Complètement. et même elle m'a dit qu'elle avait eu plein de boulot grâce à ça parce que C'est vrai. ouais, parce que du coup la BD a bien marché donc plein de gens l'ont recontacté derrière. Trop bien. Et du coup, c'était même frustrant parce que, comme les premières BD de Jimot ont bien marché, elle a eu du taf grâce à ça. Sauf que du coup, elle était moins disponible pour le tome 4. Ah ouais, ok. Donc, un peu Ça a mis frustrant. un peu mais, plus de temps, du coup, à sortir ce tome. Ouais, mais le tome 4, ça a été l'enfer parce que même moi, j'ai eu du mal à l'écrire parce que, parce que c'était dur à écrire, parce que c'était la fin, parce que c'est facile d'écrire du développement, des persos qui vont d'un point A à un point B, mais quand il s'agit de dire pourquoi ils y vont, qu'est-ce qui se passe à la fin, comment ça se finit, c'est très dur et en même temps c'était la fin, tu vois, j'écrivais la fin, je disais au revoir à plein de persos, j'ai dû C'était une de mes questions, justement. Ouais, Ça doit être dur de dire au revoir à ta création, quoi. ouais, c'est dur sur beaucoup d'aspects parce que c'est dur d'écrire une fin en termes de scénario, c'est dur de conclure une histoire, de justifier ce pourquoi plein de gens ont acheté la BD, ont suivi cette aventure sur Et que ça 4 reste tomes. cohérent sur tout ce que t'as créé. Donc ça avant. c'était dur, moi émotionnellement c'était un peu dur de dire au revoir à des personnages que j'avais créés et dire au revoir à cette série qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois, m'a permis d'avoir un appart, de rencontrer des gens cool, de qui je suis aussi, tu vois, je me suis vachement impliqué émotionnellement dans cette BD, comme je l'ai dit, c'est cathartique, beaucoup de choses m'ont permis même moi de comprendre des choses sur moi parce que ça a été une petite séance de psy, d'écrire certains personnages, tu vois, même de temps en temps le perso a littéralement une séance de psy avec des robots où il parle de lui, il dit qu'il est au Il fond se de lui. livre, Oui, et du coup, au travers de ce perso, je me livrais aussi. Du coup. Ça a été thérapeutique. Hein. Ouais, mais moi, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a fait grandir, et du coup, de dire au revoir à tout ça, tourner cette page, c'est littéralement, du coup, en plus, Oui. c'était très dur, et du coup, ça a été dur à l'écriture, dur graphiquement de le dessiner, parce que je me suis dit, bon, ce personnage meurt, mais il faut pas qu'il meure dans une petite case, page 72. Faut lui donner un vrai moment. Du coup, j'ai fait beaucoup de réécriture comme, tu sais, comme sur un tournage. J'ai fait, non, pas assez bien, là. Il lui faut une page, il lui faut une double page pour mourir, ou il lui faut ce truc grandiose. Mais en même temps, justement, moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que ça prend pas soin de ses personnages dans le sens où c'est pas forcément toujours heureux. Non. Mais c'est ça aussi qui est ultra appréciable. Et j'ai trouvé que tu savais l'amener de la bonne manière. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas juste apporter quelque chose de négatif Ouais. pour que ce soit négatif ou pour tirer l'alarme. Tu vois, c'était vraiment un truc pour dire, ok, ça fait partie de l'histoire. Maintenant, On avance. on avec ça, avance. ouais. Ouais, exactement. Et il y a quand même un poids qui va avec. Et ça, je trouvais que c'était hyper bien fait. Hein. Bah merci beaucoup. Ouais, c'est un truc que moi j'aime lire chez beaucoup d'auteurs. Bah tu vois, Brian Kevogan ou même Robert Kirkman est un pro de ça. J'adore l'écriture de Kirkman pour ça, où quoi qu'il fasse, il y a des conséquences. Ouais. Et il y aura des conséquences au long cours. Il n'y a pas de boule de cristal magique qui annule tout, qui ressuscite les gens. Si c'est mort, c'est mort. S'il a tué quelqu'un, il a tué quelqu'un. Si on coupe un bras, on coupe un bras, et j'aime qu'il y ait des conséquences. Je trouve que c'est important pour un lecteur de se dire ouais, mais dans 3 pages il va annuler le truc, ou dans le prochain tome je suis sûr le truc va revenir. J'aime bien que dès le départ on ait des clés de lecture en mode non, si c'est mort, c'est mort. C'est, tu vois, je tue le père au début,
et le père se fait valdinguer par le robot qui, pour lui, c'est juste un corps ou un obstacle. De viande, ouais. Et que j'aime bien mettre ces clés de lecture au début et se dire, ok, c'est ça le ton. Il peut y avoir ce genre de choses. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir un bras coupé, une tête tranchée, un truc assez brutal, parce que la logique de l'univers, mécaniquement, il peut se passer ça. Ouais, bah c'est exactement ce que j'ai ressenti et je pense que ça a grandement aidé à ce que j'aime dans Yojimbo. Enfin, ça m'a Merci. j'ai vraiment kiffé. Souvent, on voit le résultat final. Donc là, en l'occurrence, le bouquin chez Dargo. Ouais. T'en as un petit peu parlé, mais peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Comment c'est arrivé Yojimbot ? Est-ce que y avait un proto avant que t'ailles les voir ? J'imagine que oui. Il y a eu des refus peut-être même avant. Tu l'as proposé à d'autres éditeurs ou Oui, c'est quoi tout le travail avant ? Bah, le travail avant, moi, je redécouvre même des dessins à moi de 2014 où je dessinais déjà des proto-robots samouraïs. Alors, étonnamment, ils avaient les sabres laser dans les mains mais ils étaient déjà en kimono. Tu vois, je vais toujours dessiner des robots progressivement. Je les ai habillés, je leur ai mis des kimonos, des sabres laser, des pagnes, tout un tas d'accessoires. Et on va dire en 2018, à peu près, je devais avoir une tonne de dessins, des carnets remplis de robots, et au fur et à mesure, il y avait cette trame de robots samouraïs. Je commençais à en faire une série de dessins, quand avec un pote, on avait fait en sérigraphie. Je commençais à avoir une série, tu vois, une série d'illustrations, toutes cohérentes, toutes dans un univers un peu beau, avec juste des décors japonais avec juste 2-3 câbles au sol, et puis il y avait une sorte d'imagerie qui ressortait de tout ça, et je commençais à me faire des copains dans la BD, parce que je traînais à des dédicaces, mais pas dans l'idée d'en faire, tu vois. Ouais. Mais c'est la passion, quoi. oui, c'était ma passion. J'avais des potes qui me poussaient à faire ça, et ils m'ont toujours soutenu. Mais un jour, j'ai rencontré Sullivan Rouault. Okay. Tu sais, on en a parlé. Et on avait sympathisé, et puis il avait vu ce que je faisais, et puis il m'a dit, ça, t'as un scénario, t'as un truc et tout. C'était juste des dessins que je postais sur mon Facebook. Et je lui ai dit, bah non, mais j'ai des idées, tu vois, je pourrais en faire un truc. Il m'a fait, oui, faut. Ah ouais. Et du coup, à partir de là, je commençais à réfléchir, et puis tous mes robots, je les ai triés. Ceux qui étaient méchants, ceux qui étaient gentils, ceux qui fonctionnaient bien ensemble, ceux où il fallait redesigner le truc, parce que je me suis dit, t'as ça sur 150 pages. Hors de question que je le dessine. Et au fur et à mesure, ouais, j'ai trouvé du liant, j'ai trouvé un point d'ancrage qui est Hiro, le petit, tu vois, parce qu'à la base, je me suis dit, dans mon premier jet du dossier, en fait, il trouvait un bébé. Ok. Tu vois, c'était plus un bébé qui devait garder, pour le côté un peu baby cart, tu vois. Mon inspi, c'était vraiment Lone Wolf and Cub. Et du coup, je me suis dit, non, pour le coup, là, narrativement, ça marche pas, parce que comment ils le nourrissent dans un monde post-apo, il fallait qu'il soit un bébé plus grand, et il fallait que ce soit un bébé qui aussi soit moteur narratif, tu sais, qui parle, qui fasse les dialogues, parce que mes robots sont muets. Au fur et à mesure, j'avais des persos, j'avais machin, j'avais mon histoire qui commençait à germer. Donc je l'ai mis dans un dossier que j'ai présenté une première fois à plein de maisons d'édition. Certains ont validé, certains m'ont demandé de rebosser des choses, certains ont dit que ça les intéressait pas ou que ça rentrait pas dans leur DA. Et à terme, il y avait Ankama et du coup Label 119 qui étaient intéressés, mais pas bon timing. J'ai eu un rendez-vous chez Delcourt, ça s'est pas fait. Enfin, ça s'est fait, mais j'ai pas poursuivi avec eux. Et Dargo dans les plus grands qui m'ont répondu favorablement. Du coup, j'avais le choix entre Delcourt et Dargo, et j'ai choisi Dargo parce que pour avoir visité leurs locaux, pour avoir rencontré Thomas Aragon qui a été mon éditeur sur les 2 premiers tomes, c'était vraiment des belles rencontres. Et Johan Faumont aussi, l'assistant d'édition qui m'a suivi toutes ces années jusqu'au tome 4, ça a été vraiment des vraies rencontres où je me suis fait, ah oui, non, c'est dans ce cadre-là que je veux bosser. Ouais, parce que pour nous c'est super flou, tu vois. Ouais, bah c'est donc là c'est vraiment cool que tu puisses raconter ça, parce que pour nous, on a un livre, il est chez le libraire, on va le chercher, et on sait jamais quelles sont les étapes avant, à part parfois à la fin des tomes, on a quelques crayonnés, ouais. Genre de trucs. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir pour dire comment on fait de la BD, et puis je leur explique, en fait, c'est tout bête. Il y a pas en vrai, même pas besoin de passer par une école de BD ou ce genre de choses. Mais en gros, c'est présenter un dossier d'édition, que ce soit à un festival auprès d'un auteur directement, ou même sur les plateformes de la plupart des maisons d'édition, ils ont une page dédiée au dépôt de projet, dépôt de dossier. Donc tu cherches Dargo dossier, enfin Dargo projet, et puis il y a une page dédiée avec un URL et tu t'envoies ton truc. Ah, trop bien. Et généralement ils te disent exactement ce qu'ils attendent, tu vois, un synopsis, le scénario au moins du premier tome, 5 à 10 pages définitives, et en vrai c'est tout. Ouais, en vrai il faut pas grand chose pour présenter un projet, et souvent ce que je dis c'est, des fois il vaut mieux avoir le moins de choses possible à présenter, pour que le projet reste souple, parce que des fois si t'arrives auprès d'un éditeur avec un projet très rigide, en mode t'as déjà fait 60 pages, t'as déjà fait la couleur, t'as déjà tout le scénario, t'as déjà ton idée sur 40 tomes, et ben l'éditeur il va juste te dire, non, bah du coup ça rentre pas dans notre collection. Donc en fait tu risques plus d'avoir un refus sec
Si ça peut se passer bien aussi, mais... Alors que si t'arrives avec des bribes, si t'arrives avec un truc à faire germer, des fois, ils vont te dire « Ah, mais ça... Si tu l'orientes vers là, ça pourrait nous intéresser. Ok. Ça, si tu changes vite fait ces personnages-là, si tu vois, si c'est un peu moins manga, Dargo pourrait être intéressé. Si c'est un peu plus manga, Pika pourrait te le prendre, tu vois. Moins le projet est définitif, plus ça pourrait intéresser les gens. Après, il faut être prêt à faire des concessions, du coup. Oui, il faut être prêt à faire des concessions. Et puis aussi, il faut que tu comprennes que c'est pas one shot quand tu présentes un projet. Des fois, tu peux le présenter 10 fois jusqu'à ce que ça marche. Tu peux avoir affaire à plusieurs assistants d'édition, plusieurs éditeurs ça rentre plus dans la collection d'un éditeur en particulier. Eux, ils veulent pas te rejeter, ils veulent juste publier une bonne BD. Donc, tant qu'elle est pas aboutie, tu peux revenir, tu peux la rebosser pendant 1 an et la représenter. C'est pas, t'as fait l'effort de faire un dossier et en gros, tu vas te faire rejeter. Faut pas s'arrêter au refus. Voilà, et tu vas ronger ton frein en te disant j'aurais aimé faire de la BD. Non, présente ton dossier, écoute ce qu'on te dit. Si on te dit, bon, ça rentre pas du tout dans notre collection, tu regardes ce qu'est la collection ou tu le présentes avec notre maison d'édition. Si tu voulais vraiment bosser avec cette maison d'édition. Sinon, tu rebosses, tu représentes, tu rebosses, tu représentes. C'est quand même à chaque fois du boulot. Oui, c'est mais pour quelque chose. C'est du taf, mais après, la BD, c'est un engagement. C'est pas. Si tu veux en faire ton métier. C'est un engagement, c'est un truc que tu vas devoir faire la première année en plus d'un autre taf. Si tu peux en vivre, c'est trop bien, mais c'est un truc que tu feras toujours en donnant beaucoup de toi, en donnant beaucoup de ton temps, en sacrifiant sûrement certaines choses, soit de la thune, soit des relations, des amitiés, des amours. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, oui, il y aura des sacrifices à faire. Pour vivre de ça, maintenant, je sais que ça en vaut le coup aussi. Après, j'ai la chance que ça ait marché, j'ai la chance d'avoir été méga bien entouré aussi. Parce que ça a été un succès quand même relativement vite. Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance dans tout le parcours que j'ai eu, mais ça reste un engagement, c'est pour ça que vaut mieux le faire tant qu'on le peut. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études. Du coup, quand j'ai fini mes études, j'ai pu profiter du chômage pour te consacrer à ça. Me consacrer à monter un projet BD. Je l'ai fait, j'ai fait mon dossier, je l'ai présenté à des maisons d'édition, je me suis fixé une deadline pour le présenter et pour que ça marche. Ok. Donc, c'est ce que je fais avec le podcast. Voilà, c'est ce genre de truc où tu te dis, je suis mon propre chef, je me fixe un ultimatum, je me donne vraiment les moyens, plus vite tu le présentes, plus vite t'as des retours. Faut pas hésiter à le montrer à beaucoup de gens, faut pas faire les choses dans son coin, faut vraiment montrer ça à ses potes, à des gens à des professionnels du métier, sans que ce soit des éditeurs, des journalistes spé, un copain qui connaît quelqu'un, faut toujours parler de son taf, faut toujours le montrer. Moi je suis d'accord. Et en fait, comme ça, plus t'as de retours, plus tu peux t'améliorer, plus on s'en fout. Même ta daronne, elle pourrait avoir un retour bizarre où elle te dira « Mais je comprends rien du tout à la page 32 ». C'est qui lui sort d'où, et puis tu te rends compte que oui, tu l'as pas présenté de la bonne manière. Il arrive comme si on le connaissait depuis 8 pages, mais en fait, c'est des pages que t'avais supprimées parce que tu trouvais qu'elles servaient à rien. Quelqu'un qui connaît rien va juste te dire « Bah oui, mais je comprends pas d'où il sort », et d'un coup, tu fais « Ah oui, je suis trop con » et tout. En fait, il faut jamais hésiter à montrer son taf à tout le monde parce que... Bah oui, c'est hyper important. Ouais, et puis il faut t'enlever de la tête que quelqu'un va te piquer ton idée, c'est que... La BD c'est long, ça met 1 an à faire une BD. Si un gars arrive à te griller en 1 an sur une bonne idée, vraiment... Oui, il a eu l'idée avant en vrai. Oui, c'est que... Vous avez eu la même idée au même moment et puis c'est tout quoi. Ouais, donc faut pas hésiter à s'en donner les moyens parce qu'en fait, c'est plus facile que ce qu'on croit, mais c'est exigeant. Voilà, c'est ça. Parce que ça te va demander de faire plein de sacrifices au début. Beaucoup de métiers artistiques. Ouais. Mais la BD a cette particularité, c'est que à partir du moment où tu finis ta première BD, tu t'es auteur de BD. Ok. Donc on viendra te voir pour plein d'autres choses qui sont rémunérées, tu vois, de l'illustration pour un magazine, de l'illustration pour une pochette, pour beaucoup de choses. Et surtout, ce sur quoi la plupart des éditeurs hésitent, c'est les nouveaux auteurs, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va arriver à aller jusqu'au bout ? Parce qu'il y a un nombre incroyable de BD qui se font pas. C'est un pari, quoi. Voilà. Mais par contre, une fois que t'en as fait une, que t'es allé jusqu'au bout, les éditeurs se disent, ok, mais lui au moins, il finit. Il est identifié. Voilà, il a fini des BD, il a fini une série, on peut lui faire confiance. Donc là, jusqu'au tome 4, en gros, t'avais encore cette épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête, quoi. Ouais, bah moi, maintenant, du coup, je suis identifié comme un auteur qui a fait une série, qui a marché, qui est fini et qui s'est pas fini en autre boudin, tu vois. Oui. Donc, moi, j'ai ce luxe-là maintenant, mais même des auteurs qui font des romans graphiques, des one-shots, en fait, à partir du moment où ils finissent leur premier, ils sont identifiés comme ouais, mais au moins il finit sa BD. Oui. Elle a un début, une fin, toutes les pages se valent, c'est bien. Du coup, on va lui proposer plein d'autres tafs et on va lui faire de plus en plus confiance. Donc en fait, c'est toujours le début qui est dur, titre. Mais après, ça roule, en vrai. Quand t'es identifié comme un auteur qui finit ses trucs, tu vas avoir du taf. Donc, si c'est le côté financier qui t'inquiète, tu te dis, en te bougeant un peu les fesses, après, t'auras beaucoup de choses à faire. Ok, ouais. Mais du coup, finalement, une fois que c'est signé, tu bosses un peu comme avant, mais t'as un peu plus de portes qui s'ouvrent. Oui, t'as beaucoup plus d'opportunités. Après, à toi de voir si t'as le temps, si t'as les compétences pour le faire, parce qu'on va te proposer des trucs de plus en plus gros aussi, tu vois. Mais moi, je fais plus du style, dis oui. Ouais. Et tu te démerdes après pour voir si t'y arrives. Oui.
Et après la sortie du premier tome, t'étais dans quel état d'esprit du coup, une fois que le premier est devant toi, quoi? Là, c'est concret. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me réjouir. Je suis vraiment un pisse-froid pour ça, pour le Ok. côté... quand j'ai signé mon album, on m'a dit, mais réjouis-toi, t'as signé. Je fais, oui, mais du coup, je dois faire la BD maintenant, donc stress. Et en vrai, j'ai eu du mal à me réjouir, je pense, jusqu'à ce que je commence le tome 2. Ok. Parce que ça m'a ému d'avoir mon tome 1 entre les mains. Et je crois que, non, le vrai moment où j'ai été réjoui, c'est quand j'ai eu mon tome 2 entre les mains, que je l'ai mis à côté du tome 1. T'as vu qu'il y avait une continuité. Et là, ça m'a fait un vrai frisson de... Ok. Parce que, en fait, à la fin du tome 1, j'étais tétanisé, parce que le tome 1, je l'ai fait la fleur au fusil, comme je t'ai dit, tu vois. J'y suis allé, machin, je dormais pas, je bouffais à peine, tu vois, j'y allais. Quand il s'est fini, que ça s'est fait, j'avais toujours l'impression de faire une sorte de hold-up, tu vois. Et d'un coup, je me fais, merde, je dois faire le tome 2, je dois repasser par tout ce que j'ai fait sur le tome 1, c'est-à-dire le stress de pas réussir, machin. Donc, le tome 2, il était le plus dur à faire. Parce que je savais par quoi j'allais devoir repasser. Et après le tome 2, il y a eu cette satisfaction de ça y est, j'y suis. Je suis dans ma série. Ah, t'avais déjà quand même toute la Ouais. base qui était bien construite. C'est ça. Et le tome 3, j'y suis allé en mode détente. Ma nouvelle éditrice à ce moment-là a dû péter un câble parce que j'étais vraiment peut-être trop détendu aussi. Je lui envoyais pas trop ce que je faisais. J'ai mis beaucoup de temps à avancer dessus, mais j'y suis allé plus détendu. Et ouais, ma vraie satisfaction, elle a été à la fin du tome 2 quand... comme je l'ai dit, je suis collectionneur. Quand il y avait... Même moi, je collectionnais mes propres BD où j'ai les deux qui vont ensemble. T'as un petit endroit chez toi où t'as tous les Oui, trucs... j'ai tous mes trucs avec toutes les variantes, toutes les éditions étrangères. Là, en plus, en Italie, ils ont fait un coffret. Ah ouais. Un coffret avec tout dedans. J'étais trop content. C'est trop bien. Ouais, j'étais très... Trop cool. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir justement en faisant cette série? Est-ce que c'est un retour précis? Est-ce que je sais pas, un message ou un moment particulier? Oui, bah c'est quand mes pairs, on va dire, tu vois, qui me félicitent, qui maintenant de m'asseoir à la table de gens que j'admirais, tu vois, enfin mon premier Angoulême, Justement, c'était... mon premier, alors c'est pas pour le prix, mais juste j'ai fait une séance de dédicace entre Sfar et Guarnido. Ah ouais, d'accord. Et du coup, mais au même titre qu'eux, et j'avais du monde pour moi. Et alors qu'il y avait Sfar et Guarnido à gauche et à droite. Et d'un coup, j'ai fait, ah ouais, j'y suis, tu vois, je suis validé, tu vois. Et là, l'année dernière, j'ai eu un peu ce même stress-là aussi, où je suis allé au Festival de Lucca. Ah, je vois pas du tout ce que c'est le festival. C'est un festival de comics, Ok. mais en fait pour rencontrer les auteurs. Hmm. C'est un festival hyper cher, où tu payes très cher ton entrée, mais t'as accès à des John Romita Jr. Comme un peu le lac Como, quoi. Merde, non, oui, c'est le lac de Com que je voulais dire. Pardon, je me suis trompé. C'est celui-là. C'est le festival du lac de Com où j'étais hyper stressé. Où je me suis dit, ouais, les gars ont le choix d'aller voir des légendes vivantes, tu vois. Vraiment, c'est pas usurpé, c'est des légendes Ouais, vivantes. bah ouais, grave. Ouais, il y avait Romita qui faisait des dessins et Ouais. qui les vendait pas loin. Moi, là où j'étais, il y avait Humberto Ramos, il y avait Olivier Vatine, que j'adore. C'est Aquablue, c'est le premier Star Wars, c'est le premier truc que j'ai acheté. Et en plus, il était là en train de faire des dessins. Et moi, je devais défendre mon bout de gras au milieu de tout ça. Et j'ai eu du monde. Et j'ai été rentable. Et ça m'a soulagé de fou. Et je me suis senti légitime. Un poids qui s'enlève un peu. Ouais, mais oui, mais c'est mon propre poids. Enfin, c'est horrible de se fixer, tu vois, cette espèce de charge mentale nulle où tu te dis, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis un usurpateur? Est-ce que je mérite ma place? Est-ce que blablabla. Un peu le syndrome de l'imposteur, du coup. Oui, mais ça, je commence à vraiment le perdre là. Tu sais, avant, je me cachais un peu derrière du style syndrome de l'imposteur, je suis pas à la hauteur, je sais pas quoi, moi. Là, je commence enfin, du coup, à me détendre là-dessus. T'es légitime. Ouais, et justement, du coup, à viser un peu plus haut aussi, tu vois. Tu vois, notamment les couvertures aux États-Unis. Maintenant, j'essaye de viser Marvel, j'essaye de viser la catégorie d'au-dessus et voir si je peux y arriver. Je risque d'avoir des refus, ou soit Oui. qualitatifs, soit que c'est pas la bonne compo ou je sais pas quoi, mais je me dis, au moins, j'aurais essayé, tu vois. Faut être prêt à prendre le refus, mais en Ouais. même temps, ça te fait évoluer aussi. Donc, Voilà, donc là, maintenant, ça se transforme en arrogance sûrement, mais je me dis je tenterai. Je me dis pas, je vais y arriver, mais je me dis, non, je vais essayer, tu vois. Ouais. Je vais bomber le torse et je vais y aller, quoi. Et le retour du public dans tout ça, j'imagine que c'est un truc Retour qui te fait- public, ouais, il est génialissime parce que, bon, comme n'importe quel auteur franco-belge, j'ai souvent beaucoup de collectionneurs qui lisent pas les BD et juste veulent une dédicace. Mais je commence maintenant en festival de plus en plus à avoir des gens qui l'ont vraiment lu, soit des gosses qui ont eu le tome 1 en cadeau et qui reviennent pour le tome 2, 3, 4 pour eux parce qu'ils l'ont suivi, parce que des fois, c'est leur première BD, leur première dédicace. Et des fois, j'ai des pitchouns à qui je parle pendant une demi-heure alors qu'il y a un vieux collectionneur bougon derrière qui fait la tronche parce que lui, il veut juste sa dédicace et il s'en fout de parler avec moi. Mais il y a un petit qui m'a fait un dessin, Ah ouais, c'est qui- touchant.
et qui me parle des persos comme si c'était concret. Tu sais, je te dis, moi, des fois, j'ai du mal à, tu sais, en rendez-vous édition, à parler du nom des robots comme s'ils existaient, alors que le petit, lui, il arrive, il me fait Chérou, il a fait ça, Kabuto, pourquoi il est pas revenu dans... Et du coup, je fais, oh. Il a vraiment lu la BD, il avait dit, il vient avec le nom des persos et ça m'émeut de fou, tu vois. J'essaie de garder une prestance, mais dans mon petit cœur d'artichaut, ils font, tu vois, parce qu'il l'a lu, il s'est impliqué dedans, il a kiffé. Parce que en plus, les gens ils voient pas, mais t'es quand même un bon gaillard, t'es grand, t'es costaud, t'es tatoué jusque sur les mains. Oui. C'est vrai que tu donnes pas forcément le côté émotif tout de suite. Ça, c'est l'image après, hein, on sait bien. Oui, non, pas le moine. Je fais genre, mais au fond de moi, quand t'as un gosse qui m'en veut d'avoir tué un perso, d'un coup, je m'en veux vraiment et je fais, mais désolé, petit, mais c'est la narration, puis il fallait, tu vois, ça fait avancer les persos. Il me fait, bah ouais, mais c'est triste. La vie. Oui, mais bah oui, mais c'est triste, c'était mon perso préféré. Je fais, bah désolé. Bah pardon. ouais. Moi, je te le dessine si tu veux. Il me fait, ah oui, dessine-le moi. Oh, mais en vrai, c'est ça qui est le plus beau, j'imagine. Oui, mais moi, en plus, c'est, toi, de tout ce que j'imaginais de la BD, j'avoue que les dédicaces, comme j'en ai fait très peu en tant que consommateur, en fait, je savais pas à quel point c'était impliquant, impactant, tu vois. Quand j'ai commencé à me faire des copains dans la BD, beaucoup veulent plus en faire, beaucoup rechignent à l'exercice. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Moi, j'adore les dédicaces, j'adore rencontrer les gens, j'adore bouffer à l'œil aussi. Grosse partie de pourquoi j'aime ça. Mais non, mais surtout les rencontres avec le public, blablater pendant 2 heures des rêves de... Tu vois, des micro-podcasts, moi j'en fais pendant 6 mois. Dès que je rencontre un gamin ou un ado ou un jeune adulte qui a les mêmes rêves que moi, on en parle, on s'échange des trucs, on dit t'en es où, tu vois, même j'adore moi surtout avoir, tu sais, des ados 11-15 ans, tu sais, je leur demande et toi tu lis quoi, ils me font du manga comme si j'étais un vieux con qui lisait pas de manga, et je dis quoi, il me fait One Piece. Et je fais, ah bah t'en es où dans One Piece? Il me fait, bah à peu près là. Je fais, ah bah ça doit être Dressrosa ça, machin. Et puis du coup t'as déjà vu ce perso. Et puis d'un coup, tu sais, tu vois leurs yeux qui s'écarquillent en mode, oh on peut parler One Piece. Ah ouais, bah alors du coup j'aime ça. Et du coup pendant que je fais ça, je sens le père qui shut down parce que lui, il sait pas du tout de quoi on parle. Parce que lui il arrive avec ses rêves, et il fait, ah bah moi j'ai commencé avec Torgal et je sais pas quoi. Et puis moi, pour le coup, moi j'ai pas lu Torgal, je sais pas du tout de quoi il parle. Par contre, son gosse de 11 ans, on a exactement les mêmes rêves. Et je parle pendant une demi-heure avec lui de, ah puis ouais, cet arc là il est bien. Et puis ah j'étais dégoûté, machin. Ah, pas cool qu'il meure, mais j'ai bien aimé quand même, tu vois. Et plein de trucs comme ça où du coup je me retrouve à discuter. T'as des festivals de prévus là Là, non, bah je sors de ma grosse période de fin de tome 4. Je crois le prochain, bah je retourne au lac de Caume. Okay. Le prochain gros que je prépare, c'est le lac de Caume. Et sinon, non, je dis un peu non à beaucoup de dédicaces parce que là, il faut que je prenne du temps pour dessiner ma prochaine BD. Ouais, c'est ça, pour tes projets à venir, quoi. J'avais une question qui m'est venue, évidemment, elle est partie. Ça c'est con. C'est pas grave, on va reprendre le fil. Bah justement, je me demandais, c'est quoi tes projets à venir? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc il y a le projet d'animation. Oui, le projet d'animation, mais j'y prends pas une grosse part dessus, mais il arrivera, il fera son bout de chemin sans moi. Là, je me lance dans une nouvelle série en 3 tomes. Ok. Avec un auteur, Mathieu Burnia. Je sais pas à quel point je le en parler, mais en vrai, on l'a signé, je me suis mis dessus. Voilà, ça va être un récit un peu plus manga graphiquement. Ok. Moi, j'essaye de m'amuser un peu plus sur des morphologies, plus anguleuses, plus dynamiques aussi, parce que ça va être vraiment beaucoup plus d'action. Tu vois, du vrai combat à main nue, beaucoup de véhicules aussi. Ok. Et comme je sors de vraiment 5 ans à dessiner des robots, là ça me fait plaisir de revenir sur beaucoup de persos humanoïdes et beaucoup de persos que j'essaye de trouver une vraie gueule, tu vois. Et pour avoir bossé un peu dans l'animation, maintenant je sais bien les designer, je leur donne vraiment une vraie tronche, je les ai déjà beaucoup dessinés avant de m'y mettre. Tu vois, essayer de faire des vraies planches de chara design et du coup je suis assez content du résultat, donc là je suis impatient de les dessiner, je suis impatient de trouver la solution graphique, parce que c'est un récit vachement découpé comme un manga, c'est-à-dire il y aura beaucoup d'allers-retours entre des persos, tu vois, des dialogues sur 2-3 pages où faut redessiner les persos assez souvent, du coup les dessiner de profil, les dessiner de manière un peu hors champ, dézoomer pour qu'ils aient de la place. Ok. Voilà, donc je m'amuse vraiment beaucoup là-dessus. C'est vraiment du dessin. Ouais. Pur et dur, quoi. C'est moins un voyage comme Yojimbot. Il y a plus des idées de composition qu'il faut trouver, pour pas qu'on s'ennuie graphiquement, pour pas qu'on soit désintéressé de ses persos. Du coup, je m'amuse à vraiment les designer de manière cool. Mais du coup, ça reste en BD. Ouais, ça reste de la BD. Ce sera le même format que Yojimbot, si possible, la même coloriste. Ok. Mais avec un style un peu plus anguleux, mais ça me ressemble quand même. Okay. C'était ça ma question que j'avais oubliée. Ouais. Je l'ai plus oubliée. Tu l'as désoubliée. Je l'ai désoubliée.
Moi, tu vois, les ranger avec mes Glénat Comics. Je trouve que le format est très comics quand même. Est-ce que c'était une volonté ou pour toi ça reste de la BD? Bah, là, ça va être présomptueux, mais moi et beaucoup de copains, on fait partie de cette nouvelle génération hybride. Alors, je viens de faire des guillemets. De cette génération hybride où on a des inspi de tout, en fait. C'est, oui, ce qui se ressent. Hein. Tu vois, c'est Jim Bishop que j'aime beaucoup, qui est chez Glénat et qui, pareil, a un style très manga, mais un format très roman graphique. Mais je trouve qu'il a un découpage et des cases et des plans très comics. Ok. Tu vois, je pense que je fais un peu pareil. Moi, j'ai un thème très manga, un objet roman graphique, mais un découpage plus comics et une couleur un peu plus comics aussi. Ah ouais, complètement. Et tout ce que j'aime en ce moment, pareil, est vachement hybride. Tu vois, ça a beau être tu vois, on parle du label 619. Tout ce qui sort est je trouve la quintessence de cette hybridation où c'est eux ils s'inspirent plus, tu sais, des récits pulp, des trucs que faisaient les Américains vraiment post-guerre, tu vois, un truc un peu dirty, un peu sale, vraiment du Tu dois kiffer Metal Hurlant. Ouais, bah voilà, j'adore ça. Mais du coup, voilà, le label le fait avec du dos toilé, mais avec du dessin manga, mais avec une narration très roman graphique et pareil, tu vois, très melting pot de plein de trucs. Et du coup, moi, je me vois pas dessiner autre chose que du 150 pages maintenant. Ok. Ce genre de projet, parce que maintenant, je trouve que une narration, faut la faire respirer sur au moins 150 pages. Faut pas que tu proposes un combat, mais il se finisse en 3 cases. Ça me révulse, tu vois. Je fais, putain, vous aviez des chevaliers dantesques avec des épées enflammées, et en fait, le combat est plié en 2 cases, et je fais, bah non, sur les gars. Yojimbo, c'est ça que je trouve trop cool, c'est que très vite, t'as des pages où ça parle pas trop, Ouais. mais par contre, le combat, il dure, quoi. Ouais, j'aime bien être Et du coup, c'est généreux. stylé. J'aime bien être généreux, et puis même si, moi, ma frustration quand je dessinais Yojimbo, j'avais trop peur que les gens se sentent, la frustration que je transposais vis-à-vis de Yojimbo, j'avais peur que les gens soient frustrés en se disant, putain, mais la BD, je l'ai payé 17 balles, mais je l'ai lu en 20 minutes parce que il y avait 17 pages de combat et tout. Mais du coup, je me suis dit, ok, je vais faire 10 pages de combat, mais je vais me sortir les doigts pour que ça vaille le coup. Ah bah, elles sont hyper dynamiques, en fait. Ouais, mais je voulais vraiment qu'on se dise, ça vaut le coup. Ok, c'est muet, ça parle pas, ça faisait juste clang, pling, plong, tang. Je parle pas vite là, j'étais juste en train de faire des onomatopées. C'était, je me suis juste dit, non, faut que ça en vaille la peine. Ok, quitte à avoir juste un storyboard muet, non, faut qu'on se dise, ok, ça a de la gueule. Mais je pense que c'est grâce à ça qu'on peut l'imaginer en animation. Oui. Finalement, quand tu le lis, tu l'imagines. Oui, bah c'est ce que m'a dit le réal, il m'a dit, bah avec toi c'est bien parce qu'on peut prendre des cases, le plan est déjà un plan très animation, tu sais, avec Ouais, je trouve. tu sais, respect des tiers et ce genre de trucs, où en fait, moi, mes cases, c'est vraiment comme un storyboard, c'est... Tu sais qu'entre la case 1 et 2, en fait, le personnage a juste avancé, ou le champ contre champ marche comme ça. Enfin, tu vois, si je sais pas si ça fait partie de tes questions, mais moi, toutes mes grosses inspirations... Bah, c'est ce que j'allais te poser comme question, là, Ouais. juste après. Et ben en fait, c'est que des inspi d'animation. Oh, ok. Alors, c'est un peu ridicule, parce qu'il y a le mot samouraï dans toutes mes refs. C'est Afro Samouraï, Samouraï Champloo et Samouraï Jack. Ah, que j'ai pas... De Genndy Tartakovsky, tu sais, Ok. c'est le même gars que les Super Nana Ok. et ce genre de trucs. Et Primal, qui fait son dernier truc qui est génialissime. Ok. Sur un homme de Cro-Magnon qui se fait pote avec un dino et qui tue plein d'autres hommes de Cro-Magnon. C'est génialissime. Ok. C'est... Ah, j'avais Samurai Champloo, Afro Ouais. Samurai, parce que ça, c'est vraiment... J'ai grandi avec ça, j'ai fait mes premiers... Ouais, bah, tu vois, je te dis, Oui, c'est j'ai ça. grandi avec ça, j'ai découvert ça. Enfin, tu vois, j'ai grandi avec Samurai Jack qui était arrivé un peu après Batman Beyond, tu sais, chez 99. la génération Beyond, Cartoon ouais, Network ouais. et compagnie. Et quand j'ai après, sur les coups des... Tu sais, je t'ai dit, sur les coups de 16-17 ans, je téléchargeais les Kurosawa et d'un coup, tu sais, je fais, bah, Samurai Jack, full inspi de Kurosawa, en Ok, fait, ouais, depuis ouais. le départ. Et où Samurai Champloo, full inspi de Kurosawa aussi, tu vois. Et d'un coup, tout ça, c'est moi, c'est mon inspi, c'est les films de sabre, les trucs d'animation de sabre, en fait, dès qu'il y avait ce genre de Mais trucs. même, il y a plein de refs. Enfin, il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Dark Vador. Hein, Oui, vraiment, oui, bah surtout oui, dans le tome c'est- 4. évidemment, j'étais obligé, tu vois. Ouais, c'est peut-être moi qui ai un biais. Hein. Mais j'ai reconnu un peu de Tortue Ninja dedans, j'ai reconnu... Oui, il y a de ça, il y a de tout, en fait. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est les personnages iconiques. J'étais toujours fan de l'iconisation, soit d'un véhicule, soit d'un personnage, tu vois, que ce soit la voiture de Jurassic Park, la moto dans Akira, Dark Vador dans Star Wars, ou le X-Wing, ou le Faucon... Tu sais, ces trucs où, si tu fais une silhouette et que tu arrives à le reconnaître,
Ou si tu me filtres les 3 couleurs de la voiture de Jurassic Park, tu sais que c'est Jurassic Park. Pour moi, c'est de l'iconisation et que ça marche. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, il faut que mes persos ils soient comme ça. T'as jamais vu ce truc Souvent, ça passe sur Instagram où t'as juste 3 carrés, juste c'est les 3 couleurs, et en fait, tu reconnais ce que c'est. Donc, t'as les 4 personnages de South Park, par exemple, et tu les reconnais alors que c'est 3 carrés. Hein. Oui, mais j'adore ce genre de truc. J'ai ça, je suis plein de dessinateurs un peu en mode minimaliste. J'adore les dessinateurs minimalistes qui d'un coup te réduisent un truc. Tu sais, une sorte de caricature mal faite de Marty McFly, mais instantanément, tu sais, t'as le bomber tattoo, enfin le bomber sans manche, et tu fais, bah c'est Marty McFly. Tu vois, je suis vachement dans l'image, moi, donc je me suis dit, mes persos, faut que je les design comme les trucs que j'aime, tu vois. Comme Usagi Yojimbo, que tu peux reconnaître, parce que c'est un lapin samouraï, tu sais, il a ses oreilles, son machin, tu vois, juste la silhouette, tu l'as, ou Luke Skywalker, tu vois, son posing, son machin, tu le reconnais instantanément, Dark Vador, tu vois, ce genre de truc où je me suis dit, mes persos, faut que je les design comme ça. Faut que, en contre-jour, bah, ce que j'ai fait sur le tome 4, tu vois. Tome 4, la couverture, c'est eux en silhouette. Mais tu les as. Ah ouais. Tu sais que lui, c'est Kabuto, lui, c'est machin. Il y a vraiment un côté iconique avec tout le truc en flamme. Quand tu vois, ça, c'est incroyable. Bah, ça, c'est l'image que moi, je retiens, c'est ça. De lui en flamme. Ah bah, je trouve ça fou, ouais. Bah, moi, c'était mon Super Saiyan. Ouais. Ça, c'est le côté shonen où je me suis dit, faut qu'il ait un level up shonen, mais tu sais, physique. Je me suis dit, comment je fais? Parce que c'est un robot, tu vois, il va pas... Parce que j'ai fait le coup de, tu sais, il a l'œil rouge quand ils sont vraiment en mode dead serious, ou en mode survie. Et je me suis dit, non, là, il faut qu'il ait un truc Super Saiyan. Un cran au-dessus encore. Ouais, et je me suis dit, comment je fais et tout. Et du coup, j'ai eu cette idée de scène où, en fait, ils sont dans l'obscurité. Du coup, les autres, ils ont leurs lunettes vision nocturne. Et du coup, comment on peut niquer les visions nocturnes? Et en fait, lui, il se met en flamme. Du coup, eux, ils voient plus rien. Et lui, il peut les découper en 30 secondes. Et en même temps, ces espèces de trucs un peu iconiques. C'est le premier dessin que j'ai fait du tome 4. Ah ouais, bah. En fait, à un moment, je voulais que ce soit la couverture. Et je me suis dit, bah non, ça spoil vraiment la scène. Mais tu sais, à la fin, dans le cahier graphique, il y a un dessin un peu rough. Et c'était mon premier dessin. J'ai fait, ça se finit là-dessus. Il disparaît comme ça, enflammé en mode Super Saiyan. Et c'était mon truc. Je l'avais dès le départ. Je t'ai dit, je brode des fois mon histoire autour d'une image que j'ai. Et là, je me suis dit, le point d'orgue, faut que ça arrive vers ça. Peu importe comment c'est, la scène, machin, faut qu'on y arrive. Bah moi, ça, c'est vraiment le truc qui va le plus me rester, je pense. Ouais. Ah ouais, je trouve ça tellement... Je suis content, parce que moi aussi, graphiquement, j'ai fait, faut que j'y arrive. Et est-ce que il y a une question que t'aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Si t'étais à ma place, tu te serais posé quelle question? Oh, non, bah je saurais pas. Je sais pas, ma BD préf ou un truc dans le genre. Allez, c'est quoi ta BD préf? De tous les temps? Ouais. De tous les temps... Un tome ou une série? Une série? Alors, une série, je dirais Invincible. Ah ouais? Ouais, parce que je suis tombé dedans très tôt. Ok. Parce que je me suis trompé, en plus, chez le libraire. Je crois que je voulais le truc Invisible, les Invisibles de, je crois, d'Alan Moore. Je sais plus de qui c'était. Mais en gros, je me suis trompé et le gars m'a filé Invincible. Mais Before It Was Cool. Bah ouais. Vraiment, j'ai les premiers tomes de chez Delcourt et tout, qui valent cher maintenant, en plus, j'ai découvert. Ah ouais? Et en fait, quand c'est plus édité... mais quand parce ça a que... changé d'éditeur. Non, ça a toujours été Delcourt, mais en gros, comme le ventre mou de la série, enfin, ventre mou qui l'est pas en plus, de la série, en fait, était beaucoup moins tiré et a pas trouvé son public. En fait, à ce moment-là, beaucoup sont partis à la trappe. Et en fait, il y en a très peu en circulation, tu sais, on va dire du tome 15 au tome 32. Mais là, maintenant qu'il y a Maintenant, il y a les versions condensées, mais en fait... Mais surtout, maintenant qu'il y a la série. Oui, maintenant qu'il y a la série, ça a pété. Et en fait, ces tomes-là valent très cher. Tu sais, les premiers, tu peux les trouver pas cher, mais on va dire le cœur de la série, tu le trouves très cher. Bon, on digresse. Et ouais, Invincible, bah du coup, moi, ça a été ma découverte Kirkman, tu vois, je l'avais découvert sur Walking Dead, et en fait, vraiment en parallèle, je lisais Invincible. En fait, c'est la première fois que je lisais un comics comme un manga. Ah ouais, ok. Tu sais, où tout a une conséquence. Tu sais, un perso qui l'envoie chier dans le tome 3, bah en fait, revient 4 tomes plus tard, un perso qui l'a éclaté dans une autre dimension, en fait, revient se venger 6 mois plus tard, ou quand quelqu'un vient dominer la Terre et poser son joug dessus, et bah c'est pas annulé, c'est... Non, il le fait... C'est définitif. Toi, le héros est obligé de se barrer dans l'espace pour aller faire autre chose. Mais il y a des conséquences. Et en fait, quand ce truc un peu jubilatoire de se dire « Ah oui, il va jusque-là, en fait. Il va jusque-là. » Et en fait, je lisais ça en parallèle de Walking Dead où il y avait le même truc d'écriture. Où je fais
mais il va le faire pour de vrai, tu vois. Genre, il a coupé la main de Rick, mais pour de vrai, tu vois. Je me suis dit, il va lui greffer un autre truc. Et non, Rick, il reste avec un moignon jusqu'à la fin de la série. Quand un perso meurt ou se prend une balle, il meurt ou il se prend une balle. Ah ouais, c'est... Et en fait, c'est cette découverte de conséquences dans la BD. Après, voilà, on l'a dit, Brian K. Vaughan, j'ai découvert ça plus tard, tu sais, avec la renaissance un peu d'Image. Mais ouais, Invincible, c'est le truc que j'ai trouvé de mieux en mieux, en plus tu le lisais. Ouais. Vraiment, la fin d'Invincible, elle m'a mis sur le cul. Ça commence quand même déjà assez fort. Ça commence violent, mais c'est un peu la bonne idée que tout le monde se disait sur Superman. Donc, c'est le premier à l'avoir fait. Mais tu vois, il y avait déjà Bizarro qui était un peu cette idée-là de « Ah, mais si Superman, il était méchant, un peu Google ou je sais pas quoi. » Mais Invincible, c'est le côté... je sais pas comment dire, mais c'est l'écriture Kirkman. C'est tu pars d'un postulat, le super-héros, en fait, sont un peu cyniques et machin. Et en fait, il tire sa ficelle jusqu'au bout. Ouais. Mais il s'arrête pas de la tirer. En fait, il te fait pas la même histoire en boucle. C'est genre, ah, mais cet aspect-là, on l'a pas abordé. C'est quoi un super-héros qui a une petite copine? Donc, on a déjà eu le cas Spider-Man où il a une meuf, machin. Mais là, non, il change de meuf. Il a une première meuf au début, et puis il change de meuf. Il préfère une meuf qui a des super-pouvoirs, mais ça se passe pas toujours bien. Et du coup, elle a des risques de mourir ou de se faire transpercer. Il se passe ça, et puis s'il y a un super méchant, mais qui a des bonnes idées pour tout le monde, et que le héros, il pourrait être peut-être d'accord, parce qu'en fait, la bonne idée du super méchant, elle est pas si conne que ça, elle est pleine de compromis, mais... Et en fait, il tire la ficelle d'un côté, et en fait, cette écriture, je la trouve génialissime. Tu dois kiffer The Boys. Mais The Boys... Mais The Boys, il y a le cynisme derrière tout ça. Ah ouais. C'est plus jubilatoire. Il y a un côté, vous aviez toujours voulu le voir, je vous le montre. Oui. L'écriture de Kirkman, elle est plus... Ça fait quoi si on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Même lui, je pense qu'il doit avoir une écriture un peu fleuve comme ça. Tu vois, il s'étonne. Je pense qu'il doit s'étonner de ah, mais si je fais ça, ça veut dire que dans 3 tomes, il pourrait se passer ça. Et il va dans 3 tomes et il pousse sa narration comme ça. Il y avait un bouquin, La vie secrète des super-héros. Un vrai bouquin. C'est pas une BD, c'est un vrai bouquin qui est assez énorme. Bon, pour le coup, ça va un peu plus dans la satire. Ouais. Il est possible que Robin soit tout nu dans un lit avec Batman. Ouais, mais, ok, je vois. Mais il y a quand même des trucs où tu fais ah, ça pourrait se passer comme ça, et on peut le conseiller quand même. Je le trouve vraiment assez marrant à lire. Par contre, si c'est ta reco... Moi, j'ai pas moi, je donne des recos toutes les semaines. Ok. Je donne trop des recos. Mais en tout cas, le bouquin est vraiment très drôle. Et il y a ce côté, qu'est-ce que ça ferait si les super-héros faisaient ça, ou c'est quoi la vraie vie? Ah, mais c'est pas un bouquin en longueur? Ah non, c'est vraiment un bouquin. Ah ok, non, je confonds avec autre chose. Tu le trouves en poche, assez classique, quoi. On vient de passer en revue pas mal de choses qu'on rallie à l'univers geek. Est-ce que ce mot, il a quelque chose d'important pour toi? Non, pas trop. Je me suis jamais identifié comme geek. Comme j'ai toujours dessiné, je touchais un peu à tout. Puis j'ai jamais été monomaniaque, tu vois. J'aime autant les jeux vidéo que l'animation, que la BD, que je sais pas quoi. Et je suis pas très à des guerres de clans, Marvel, DC, Batman il est plus fort qu'Iron Man. Moi j'aime tout en fait, tu vois, je suis vraiment toujours émerveillé d'un truc. Donc, justement, je trouve que c'est ça qui est hyper geek, moi. Ah ouais, je trouve les geeks qui sont plus monomaniaques, mais c'est peut-être plus les nerds. Enfin, pour moi un geek il défend son bout de gras. Ah ok, donc pour moi un geek c'est plus quelqu'un qui est curieux et passionné. Voilà, pour moi geek c'est un passionné qui veut que sa passion gagne sur les autres. Ah ok, d'accord. Mais alors, c'est une vision que j'ai moi pour en avoir rencontré certains où j'assiste à des conversations de 2 heures sur Marvel DC ou je sais pas quoi, et puis je fais les gars, vous avez de la place pour tout aimer en vrai. Hein. Pas le compte en banque, mais la place en tout cas pour tout aimer. Non, mais moi, geek, c'est vraiment les mots des années 2000 qui étaient dénigrants, mais maintenant c'est cool. C'est un peu cool, ouais. Mais moi, j'adore ce mot. Ouais, mais j'aime bien, le côté les geeks ont gagné. Ouais, c'est un peu ça aussi, c'est un peu la revanche. Parce que du coup, en fait, les choses ont tellement évolué que c'est plus dévalorisant de dire t'es geek. Ça veut juste dire, techniquement, t'as une passion. Ouais, c'est ça. Il y a des geeks de la moto, des geeks du skate, des geeks de la photo, des geeks de tout. Maintenant, geek, c'est devenu juste un adjectif de « Ah, t'es passionné ». C'est ça. C'est pour ça que le podcast s'appelle Supplément Geek et que j'ai plein de gens différents. Parce qu'effectivement, tu peux être geek de tout. Et on a eu un geek de skate, on a eu de la musique. Aujourd'hui, on a un auteur-dessinateur. Je suis content, c'est les mots qui changent un peu de fonction. C'est qu'avant, c'était dévalorisant, c'était « Ah, t'es un geek, toi ». Et maintenant, tu fais « Ah, bah oui, je suis... » collège, lycée, c'était pas drôle, le geek. Ouais, c'était le boutonneux avec ses lunettes et qui zozotait et qui lisait des comics en scred, tu vois. On est beaucoup, de notre génération en tout cas, à s'être caché d'être geek, tu vois. Je disais pas trop que j'aimais les mangas au lycée, tu vois. Je le disais pas.
parce que c'était mal vu. Par contre, je pouvais dire que je faisais du skate, tu vois. Ouais. Je me faisais un peu casser la gueule par certains, T'étais Mais- un cool kids, mais qui... c'était quand même un peu cool, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est un peu la revanche des geeks, et je suis content Ouais. que ce mot ait pas la même Mm. signification pour le... Ouais, bah, comme je t'ai dit, moi, tu sais, depuis que je suis petit, moi, je baigne dans Star Wars, Batman, machin. Donc, en fait, moi, je suis pas devenu geek, j'ai grandi baigné avec ça, dedans, quoi. ouais, ouais, C'est... ouais. Y a pas eu un jour avant Batman, tu sais, vraiment, depuis que je suis petit, Batman existe. Tu sais, je suis né en 89, donc il y a le Batman de y a le Burton qui Batman, sort en 89. Il a toujours fait partie du paysage, donc j'ai toujours aimé ça. Donc, il y a pas un moment où je suis devenu geek. Il y a juste un moment où je dépensais trop d'argent là-dedans. Je pense que c'est ça le moment où je suis devenu geek. C'est le moment où... J'ai un salaire. Voilà. À partir où j'avais un pouvoir d'achat, je suis devenu le geek qui vraiment dépense sa thune pour ça. Et au-delà d'une passion consommatrice, c'est une passion acheteur, quoi. Et toute cette transmission, tout ce que t'as mangé quand t'étais petit en manga, en Club Dorothée, Batman et tout, c'est tes parents qui l'ont transmis ou c'est juste toi qui t'es construit comme ça? Non, c'est moi qui me suis construit comme ça parce que tu sais, on fait partie de la génération qu'on a laissé devant la télé, donc en vrai, tu choisissais un peu ton programme aussi. Moi, Batman, j'ai kiffé, Dragon Ball, j'ai kiffé. Après, bah, c'était quand je rentrais du lycée, j'allais sur Canal+ pour regarder Full Metal Alchemist. Tu vois, c'est... Ouais, bah tu vois, mais c'était mes choix. C'est pas ma mère qui est venue et fait ah t'as vu que sur Canal+, il y a c'est des découvertes, c'est beaucoup d'échanges aussi avec avec les collègues, mais non, c'est les copains d'école. les camarades. Mais ouais, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de... Bah, mes premiers mangas, tu vois, c'est avec mon argent de poche que je les ai achetés. Bon, du coup, c'est mon argent de poche que ma maman me donnait, mais... Oui, mais c'est pas elle qui te l'a acheté Ouais, et qui t'a conseillé de te Et mettre puis dans mes le monde. premiers, mes premiers comics, c'est moi qui je les ai chourés à la librairie à côté de... Enfin, au marchand de journaux qui avait en face de mon collège. Du coup, dès le collège, je piquais des comics Spider-Man pour Pour alimenter ton voilà. truc. Et... Mais avant les films, tu vois, c'était juste... J'adorais les comics, j'adorais ça. Tu sais, c'est l'époque Ultimate Spider-Man, en plus, qui commençait. Ah ouais, je vois très bien. Bah, j'ai tous piqué. J'en ai acheté aucun. Tu les as encore? Ouais, je les ai encore. C'est trop bien. Ça. Dans ta chambre d'enfant ou tu les as chez toi? Non, même pas, ils sont dans une, tu sais, les grandes box à comics. Ouais. Non, ils Ah, sont je archivés. Au chaud. Ouais. On arrive doucement sur la dernière partie de l'émission. On l'a déjà un peu dit, mais est-ce que tu as un conseil pour les gens qui aimeraient se lancer dans le dessin? Oser se lancer? Oui, c'est comme Orelsan, si tu veux filmer, prends un truc qui filme, si tu veux dessiner, prends de quoi dessiner. C'est juste, faut être patient, c'est exigeant. Et montre ton travail. Montre ton travail beaucoup, que ce soit Insta ou quoi, faut pas rechigner, faut pas se mettre en privé. Les bons dessinateurs, c'est des chercheurs, c'est des gens qui peut-être copient au départ, mais après trouvent leur marque, trouvent leurs habitudes. C'est pas grave de copier le voisin, c'est pas grave de pas trouver sa voix tout de suite, mais c'est en refaisant. Faut beaucoup faire, faut beaucoup montrer. Des fois, sous un commentaire méchant qui dit « Ah, t'as un peu raté la main », tu dis « Bah ok, bah peut-être les mains, c'est ce sur quoi je dois bosser pendant un petit mois et le faire, mais faut pas hésiter à beaucoup montrer son taf. » Et du coup, faut pas être timide. Pour les gens qui sont timides, ça peut être un peu... Oui, tu peux... C'est un Everest, quoi. C'est un Everest, mais Ça en vaut la chandelle. Ouais, mais personne va venir chez toi, en fait, toquer à ta porte. Personne va faire un moment, si t'as vraiment envie de le faire. Parce que je peux comprendre, des gens aiment dessiner, mais veulent pas faire leur taf. Par contre, si c'est ton ambition de faire ton taf, c'est exigeant, c'est contraignant, mais faut montrer ton C'est taf. pour ces gens-là que... Faut que tu sois ceux qui veulent faire de la BD, montrez votre taf. Ayez un Insta, gérez-le comme un portfolio, montrez vos recherches, présentez-le bien. Montrez que vous êtes quelqu'un avec des ambitions, avec des envies, avec un univers aussi. C'est important, et puis il faut échanger, il faut se faire des potes dans cette communauté-là, tu vois. Moi, mon Instagram, il avait pété à une époque d'Insta parce que je m'étais fait plein de potes qui dessinaient des robots aussi. Il y avait des mois thématiques, il y avait le March of Robots où pendant un mois, on poste tous les jours, on postait des trucs, on les repostait, on s'entraidait, on se donnait des refs, on faisait des dessins collaboratifs. Et en fait, sans ça, j'aurais pas eu autant de followers. Sans ça, du coup, un éditeur aurait été moins confiant parce qu'il se serait dit, ok, c'est un gars, mais il a 300 abonnés, pour un dessinateur, ça la fout mal. Et mine de rien, c'est en montrant son taf, c'est en échangeant beaucoup. Comme je te dis, c'est un gars dans l'édition, Sullivan, qui m'a poussé, m'a dit le bon truc au bon moment, qui m'a motivé, parce que je lui ai montré mon travail. Du coup, faut pas être timide, même si t'es timide, faut aller au-delà, quoi. Voilà, faut y aller. Comme personne viendra regarder ton travail si tu l'y pousses pas, bah, il faut aussi au jour se poser, se dire, ok, j'ai envie de faire de la BD. Ça va pas tomber dessus comme par magie. Je commence petit, je fais un petit dossier d'édition, je vois ce que ça vaut. Des fois, faut se rendre compte qu'on est trop jeune aussi, tu vois. Vraiment, en dessous de 25 ans, juste entraînez-vous. Après, vous aurez la maturité, le bagage pour, même narrativement, tu vois.
à 25 ans, tu commences à avoir vécu des choses, t'as des choses à raconter sans faire de la copie, tu vois. Bien sûr, ouais, complètement. Le conseil, c'est ça, c'est montrer, soyez pas trop Voilà. timide, et faites continuer à faire, même si vous avez des refus, c'est pas grave. Voilà. On se lance, on continue, quoi. Et voilà, faut pas croire qu'en édition, on a une seule chance. Oui, On en a plein, que ce soit sur un projet ou sur un autre. C'est pas grave, en fait. Si t'as une idée de robot, elle passe, tant mieux. Sinon, change d'idée ou améliore ton idée, mais t'as droit à plein de chances, en fait. Les éditeurs veulent juste publier des BD, donc propose-leur des choses. trop bien. Là, je vais te demander de pas trop réfléchir. Ok. Écoute tes émotions, laisse-toi porter. Ok. Starscream ou Megatron? Starscream. Manga ou BD? Manga. Saga ou Why the Last Man? Saga. Saga. Otomo ou Miyazaki? Otomo. Slipknot ou Motorhead? Slipknot. Oh, rapide. Samouraï ou Mecha? Mecha. Hiro ou Shiro? Shiro. Ah Oui. ouais. Eh oui. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah oui. Bah, moi, le personnage principal, c'est Shiro. Ok. Bah, en même temps, c'est lui qui est sur les C'est couves. lui. Oui, c'est lui qui ouvre la BD. C'est pour moi, c'est le moteur, c'est Hiro, mais le perso principal, c'est Shiro. C'est Shiro. En fait, c'est Shiro qui a une courbe d'évolution aussi, Ah, complètement. qui apprend à être tactile avec lui, qui change même sa programmation pour lui, tu vois. Ah bah, juste une question que je t'ai pas posée, elle me vient là. Mais comment t'as trouvé les noms? Pourquoi tu l'as appelé Combini? Par rapport au... Parce qu'il a Combini, il a tout le temps des trucs sur lui, il a tout le temps plein d'accessoires, du coup je me suis dit comme dans un Combini, il a tu vois, toujours le bon truc, le parapluie, le machin. Sheru, c'est parce que ça veut dire coquillage en japonais, Sheru. Et c'est pour l'idée, tu sais, des fantômes... Ils ont japonisé l'anglais. Voilà. Et les fantômes dans la machine, c'est aussi Ghost in the Shell. Ok. Tu sais, c'est le fantôme dans le coquillage, en fait. C'est genre, ça a une âme dans une coquille vide. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais l'appeler Shelou pour le côté... Et puis, pour pas faire des trucs Des trop rêves clichés. jusque-là, quoi. Hiro, c'est parce que ça veut dire héros, même en japonais, tu vois, c'est le personnage principal. Il y a qui d'autre Il y a qui Il y a Kabuto. Bah, Kabuto, c'est le symbole qu'on a sur le casque des samouraïs. Puis après, ils me reviennent pas, les autres. Ah, il y a le Oni. Ouais. Il y a le Oni, il y a le... Ah mince, putain, je perds mes mots. Putain, j'ai envie de dire Kamini, mais non, ça c'est juste un rappeur du père. Ouais, je pense que tu penses à Combini. Oui, non, c'est l'autre que j'ai, parce qu'en fait, il y en a deux qui ont quasiment le même nom. Et là, je perds mes mots. Tu veux qu'on le regarde? Non, parce que je crois que je l'ai même pas nommé, je crois, dedans. Je crois qu'on le prononce pas. C'est juste moi qui le mets en off. Ah. Ah, j'ai perdu. C'est lequel? C'est celui qui a un masque de démon. Oui, ouais, je vois Je très crois, bien. à un moment, elle l'appelle l'acrobate. Mais c'est Ouais. pas l'acrobate, c'est un nom de nom. Kabuki. Kabuki, ouais, bah, j'allais Voilà. te dire Kabuki. Mais je Ouais, pense non, qu'il non, est voilà, c'est. nommé Ouais, mais Kabuki. comme j'ai que Combini qui me vient en tête, ouais, non, Kabuki. Ouais, avec un masque rouge. Voilà, parce Ouais, que ouais. pour le théâtre Kabuki. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Mais j'allais te dire Kabuki, mais j'étais tellement pas sûr de moi que j'ai pas osé le Si, dire. si, mais non, on n'est Je sais pas pas sûr de de quel nous. tu On parlais. n'est pas sûr, on est insécure là ce soir. On est insécure. Ce serait quoi ton pouvoir geek ultime? Voler. Voler. Ouais. Ah, toi, t'es direct. Ah ouais, moi T'as je plein qui veux... réfléchissent, t'es le premier à être. Ah non, moi je veux juste voler, les gars. Ah, je comprends. Ah ouais, c'est même pas avoir la force Superman. Non, juste voler, moi. Tirer quelque part direct. Ah oui, voler. Juste voler. Ah ouais, Dans le moi, ciel et moi faire- tout, mais je fais plein de rêves où je vole. Ah ouais. Ah ouais, moi c'est vraiment voler, être dans les airs. C'est marrant parce que tu le mets pas sur papier, par exemple, ça. Non, parce que c'est pas... Enfin, à part des trucs à la Superman, tu sais, où tu voles très vite au ras de l'eau, où ça fait des... Tu sais, ça fait une traînée dans la flotte ou quoi. Bah, graphiquement, c'est juste quelqu'un avec les cheveux en arrière, quoi. Donc, non, graphiquement, c'est pas ce qui m'intéresse C'est pas le un truc plus, qui mais... t'intéresse, ouais. Mais ouais, moi aussi, je... Mais vivre le vol, Ah ouais, vivre le vol, juste me dire, tiens, j'ouvre la fenêtre et je me barre, et... c'est le rêve de beaucoup. Ouais, hein. fantasme ultime, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ta prochaine geekerie qui arrive, c'est quoi? Ma prochaine geekerie, bah là je reviens du Japon, c'est dur de dire ça, tu vois. resté combien Ma de temps, dernière geekerie, c'est à retourner au Japon. Ouais, je comprends. Et ma prochaine, bah c'est... Ah, si, ma prochaine geekerie. C'est technique, je vais me faire des cartes de visite, on parlait tout à l'heure. Ok. Et mes cartes de visite vont ressembler à une carte à collectionner Dragon Ball Z. Tu sais, les Cardass avec la bande rose ou orange ou machin. Donc ma prochaine geekerie, c'est me faire des cartes de visite. Tu l'as fait un peu holographique ou pas? On aimerait bien voir avec, avec mon agent si on peut avoir les thunes pour faire ça, parce que c'est un truc à donner gratos normalement. Donc, mais voilà, ma prochaine geekerie, c'est ça, me faire des cartes de visite comme si c'était des cartes à collectionner et d'en faire plusieurs différentes. Ok. Tu sais, C'est incroyable. chaque année, tu en refais une nouvelle et que tu distribues. Et... J'ai hâte de les voir. On termine avec les recos. Est-ce que tu peux conseiller une BD, un manga ou un comics et une autre reco, un truc qui te fait plaisir? Je sais pas, si t'es allé au Cinoche, si t'es allé au théâtre. Ok, alors ma reco BD, ce serait Shin Zero, Ok. au label 119 de Singelin et Bablé. Ok.
c'est un truc avec des super Sentai, enfin c'est une BD avec des super Sentai uberisés, c'est-à-dire on les appelle comme des Deliveroo parce qu'il y a un kaiju qui débarque, mais en gros ils sont pas valorisés, ils sont juste là à bouffer un McDo au milieu des HLM, et c'est juste des gens normaux, mais leur boulot c'est d'aller taper des monstres géants, et ils ont des histoires de cœur, ils ont des histoires de leurs grands-parents qui faisaient la même chose, mais ça a mal tourné, ou des trahisons, enfin c'est hyper dense, c'est très très cool. Ok. Et du coup c'est Bablé qui est au scénario et Singelin qui est au dessin, et c'est génialissime. Ce sera une série en 3 tomes, et c'est vraiment C'est court en plus. très très cool, et le format est très manga à la française, c'est-à-dire manga un peu plus grand. légèrement plus grand, un peu carré, mais avec une fab trop belle. Ok. C'est vraiment un bel objet et une trop belle... Ok. Trop cool. Bah, ça, Trop déjà, cool, faut ouais. Alors, je risque d'augmenter ma pile à lire du coup. Bon, ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Oui, bon, c'est rare que ça le vaille pas. Et une autre petite reco du coup, un truc, Une autre petite reco, bah là avec ma chérie on a commencé Pluribus. Ah ouais, j'en ai entendu parler et Ouais, j'ai vu qu'elle a été nommée au... Ouais, bah très très cool, les persos jouent bien et le scénario est méga intéressant. Alors, même problème que nous c'est des potes de ma chérie qui l'ont recommandé, et de la même façon en mode commence, on peut pas te spoiler, mais c'est bizarre. C'est cool. Ok. C'est le gars de Breaking Bad et qui avait fait X-Files aussi avant, qui est au scénario et à la réal, c'est trop beau, enfin c'est génial. J'ai entendu que du bien. C'est un postulat de départ si on aime Lost, Leftovers ou ce genre de choses, et des mystères, c'est cool. Et juste, faut être curieux de savoir C'est sur quoi, où déjà ça va. C'est sur quelle plateforme Sur Apple TV. Apple TV. Apple TV, donc là, la saison 1 est sortie complètement. À la fin du premier épisode, on T'es sait, déjà pris. mais on sait déjà tout. Du coup, Ah ouais. le mystère est... Le mystère, il n'y a pas de mystère. Ok. Mais du coup, à partir de là, comme du Kirkman, tu sais, ce que j'aime dans les narrations, c'est maintenant que c'est fait, on va où? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura des conséquences à tout ça. Et pareil, c'est un truc où il y a des conséquences. Ok. Tous les épisodes, tu comprends que l'héroïne a fait un truc, et il y aura des conséquences pour elle, pour les autres, machin. Et elle doit vivre avec les conséquences et avancer, et c'est génial pour ça, parce que c'est une série bien écrite, la réal, elle est folle, et comme c'est une série à grande échelle, les décors sont fous, les conséquences de ce qui s'y passe sont folles. Qu'on conseille, Pluribus. Ouais, Pluribus, c'est génial. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te suivre? Bah, dans la rue quand je vais rentrer, là, mais... Moi, c'est ce que je voulais faire, mais Ouais. je vais pas trop t'en parler. Bah, faut me suivre en Vélib, mais... bah, sur les réseaux, sur Instagram, C'est ton nom. Voilà, Sylvain c'est Repos. Sylvain Repos, il n'y a pas de piège. Et puis pour mes prochaines sorties, bah, ce sera sûrement Parce au que moins en je vais te demander, c'est quoi 2027. tes actus du moment? Bah, je t'ai dit, j'ai commencé une BD, je fais des commissions de temps en temps. Là, je vais me calmer au niveau festival, donc cette année, il y aura de très rares festivals, mais sinon, voilà, on peut me parler en DM sur Insta, je réponds. Allez. Il n'y a pas de piège. Je tiens quand même à remercier Sandy. Sans elle, je pense que tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Moi, chérie, C'est franchement trop cool. Bah, ça fait Oui. des années que je la connais, ça fait 17 ans que je la connais. je te plains. Félicitations, Écoute, tu as survécu. bah, en tout cas, je la remercie et je te remercie également d'être venu. Merci, Franchement, tu c'est régales. normal. C'est vraiment trop cool que tu sois là. Ça, c'est dingue d'avoir pu faire cet épisode alors qu'on a parlé de Jimbot pendant un bon moment sur Supplément Chill. Mes petits geekougnous, du coup, je dois rendre Sylvain à la vraie vie. Mm. Donc, si vous avez aimé, donnez de la force, lisez Yojimbot, abonnez-vous à Supplément Geek, vous connaissez, je vais pas vous refaire la chanson. Pour finir, est-ce que tu peux donner un titre, si c'était une BD, cet épisode de Supplément Geek, ça serait quoi le titre? Bah là, en te connaissant maintenant, je dirais plus un supplément d'âme. Supplément d'âme? Oui. Oh, ça me touche, ça me va très Bah, bien. c'est très cool, et puis je pense qu'on est un peu frères d'une autre vie, quoi. Quand je vois, on a quasiment les mêmes BD, les mêmes, Ouais, on a les pas mêmes mal de choses envies, qu'on aime les mêmes beaucoup. toys, tout pareil. Donc, Et le Japon. Et le Japon. Ouais, le Japon. Trop bien, merci beaucoup Sylvain. Merci à À la toi. prochaine, ciao. Ciao. Hasta la vista, baby.